Bienvenue sur ce troisième live du Frenchy Committee. Je vais refaire les présentations comme à chaque fois, d'autant plus qu'on a un nouvel invité ce soir, qui est rien d'autre que ce cher Simon, que vous connaissez par ailleurs sur Trash Talk. Le mec un peu affalé à chaque draft, chaque pick des Kings, un petit peu en PLS, c'est lui. Salut Simon, ça va? Salut les gars, c'est vrai, mais cette année, non, j'étais plutôt satisfait à la draft. Bon, Il y en avait un ici, pas trop. Oui, c'est vrai, mais ça aurait pu être bien pire, on va dire ça. évidemment, il y a mon compère Sacramento FR, Kings FR, on ne sait plus trop quel compte maintenant puisque Twitter nous suspend à chaque fois. C'est Laurent, le grand chauve. Mais à coup de pas, hein. Encore une fois, c'est de ma faute pour la suspension du compte. On espère pouvoir On ne le devrait pas récupérer. tarder à le récupérer, on espère. On espère, ça bouge un tout petit peu. On espère, s'il y a des experts Twitter, n'hésitez pas à nous aider. Ouais, on est passé de restreint à suspendu, donc voilà, on ne sait pas si c'est une bonne chose ou pas. Donc on va voir par la suite, mais on est toujours là. Il y a évidemment Adam qui tient notre Facebook, Instagram, qui est rédacteur. C'est lui qui vous pond les récaps de matchs tous les soirs. Il dort très peu comme nous. Et merci à lui pour son boulot. Il y a Flo de Sacto Kings FR, que vous connaissez bien aussi. Et il y a Nico des Marcus Divac qui est dans le noir, mais c'est normal. Ouais. On le garde. Notre expert NCA qui pourra vous parler longuement de coach Walton, de ses rotations et de nos efforts en défense. Coach Walton, Lucky Luke, hein, le coach le plus chanceux de l'histoire de la NBA. Donc, sans transition, on va essayer rapidement de se tenir vite fait au programme que j'ai fait, pas trop comme la dernière fois, mais on va tenter. Donc on va revenir rapidement un peu sur la pré-saison, savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Ouais, voilà, donc il n'y a jamais trop de grosses conclusions à tirer de quelques matchs de pré-saison, mais on a vu des trucs sympas quand même. Donc voilà, j'aimerais savoir à chaud, qu'est-ce que vous en tirez? Par exemple, Laurent. Harry Giles, on a revu Harry Giles, déjà, ça fait plaisir, il nous a bien cassé la gueule. Après, est-ce que j'ai vu tous les matchs? Je ne me souviens plus si j'ai vu tous les matchs. Il y a eu des choses intéressantes, on a pu voir que des gens ont essayé de défendre, déjà, ce qui est déjà une bonne chose. Très, très, très rapidement hypé par Tyrese Haliburton. Pas forcément pour ses qualités offensives, mais défensives. Un QI défensif vraiment très, très intéressant. Après, comme tu as dit, sur les matchs de pré-saison, bon, on en perd deux, on en gagne deux. Voilà, on prend une victoire contre Portland. On leur a bien cassé la gueule sur la victoire. Une victoire contre Golden State avec ce shoot complètement dingue de Calgary. Ouais, il y a eu des trucs sympas. Après, voilà, il n'y a pas forcément de choses à retenir, si ce n'est qu'il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est la volonté de jouer ensemble. Je ne dis pas que l'année dernière, on ne l'avait pas. Mais là, j'ai trouvé que collectivement, ça tournait pas mal. Et on peut le voir encore sur les premiers matchs, sur les trois premiers matchs. Il y a un truc, j'avais tweeté au début de pré-saison que même s'il n'y a pas le talent, je trouvais que collectivement, il y a un truc qui se passait. Et je vois que finalement, ça se confirme. Et je suis plutôt content de ce côté-là. Et ça jouait vite surtout. Ouais, c'est ça, c'est qu'on Ouais, on retrouve un style de jeu rapide en mode un peu. On a vu beaucoup quand même de run and gun hein, sur ces matchs où on a été quand même rapidement très, très. Avec beaucoup de tirs derrière la ligne à 3 points, notamment. On en prend une cinquantaine sur les deux premiers matchs. Une cinquantaine en moyenne pour un taux de réussite qui est quand même pas dingue vu le volume de shoot. Après, donc, on avait l'impression peut-être qu'on partait sur des gros volumes de shoot sur les matchs suivants, mais en fait, on a vu que comme je l'avais tweeté précédemment, que le volume de shoot a un petit peu diminué au fil des matchs. En fait, on se dirige vers un style de jeu un peu plus agressif, un peu plus dans le rebond, dans les contres, un peu plus voilà où on fait tourner la balle, on cherche des tirs un peu plus faciles, où Fox attaque un peu plus la raquette au lieu de pénétrer, quoi. Donc, ça a été une bonne évolution sur ce point-là. Même s'il faut qu'il y aura des choses à redire, par contre. On va revenir après. Mais pour moi, il y avait vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti pareil, mais je trouvais qu'il y avait quand même une vraie différence dans le style de jeu entre la pré-saison et la saison. Pré-saison, je trouvais que c'était vraiment du run and gun. On avait l'impression de revoir les Kings sous Hurger. Et là, sur les 3 premiers matchs de la saison, c'est
plus tout à fait du run and gun, c'est plus, ça ressemble plus à le grit and grind des Grizzlies, avec, avec un jeu un peu plus lent, mais où par contre, ouais, ça pénètre, ça va chercher les fautes et ça défend. Ouais. C'est sûr que quand Whiteside il rentre sur le terrain, forcément, ton run and gun, il est un peu foutu, quoi. Mais en pré-saison, si je dis pas de bêtises, au début, on n'a pas nos intérieurs. Il me semble que le premier match, c'est genre Bjelica. Il n'y a pas Holmes, il n'y a pas Whiteside, il n'y a pas Bagley. Je crois les 2 matchs contre Portland. Holmes, il est là, il me semble, mais il n'y a pas Bagley, il n'y a pas là, Whiteside. Ouais, il n'y a pas Bagley, il n'y a pas. Et Bjelica joue beaucoup, il joue pivot, pas mal de séquences dans les matchs Oui, contre Barnes, ça Portland. le pivot aussi à un moment. Ouais, et en fait, au fur et à mesure, donc à la fois sur les 2 matchs de pré-saison qui suivent contre Golden State et la saison, c'est vrai qu'en mettant plus de grands et tout, moi je trouve aussi qu'il joue dur. Tu sens que l'idée, c'est de jouer dur en défense et en attaque, jouer le plus rapidement possible si la défense adverse n'est pas posée. Et c'est là où ça se complique. Après, on en reparlera. Sur demi-terrain, c'est assez aléatoire autour de ce que fait Fox. Mais le reste, c'est déjà bien en place. Moi, je trouve la défense et le jeu d'attaque rapide, c'est déjà franchement pas mal. Et c'était déjà pas mal en pré-saison, quoi. Je pense qu'on a tous été surpris sur ce point. Peut-être que tu allais en parler, Nico, notamment sur la défense. On a vu que l'année dernière, c'était vraiment un gros point noir. On prenait des valises de 130, 140 points. Et là, on a l'impression qu'ils ont beaucoup taffé cet été, les Kings, et qu'on nous propose quelque chose en défense, notamment sur les rotations. En fait, c'est ce qu'on demandait à Walton l'année dernière, c'est que Walton aux Lakers, le premier truc qu'il a implémenté, c'est la défense. Il s'est jamais fait critiquer par les fans de Los Angeles sur leur défense. Ils ont critiqué ses rotations, son utilisation d'Ingram, de Kuzma, de Ball. Après, bon, la dernière année avec LeBron, il pensait que c'était le voiturier, donc bon, c'était compliqué de mettre quelque chose en place. Mais ils ont toujours défendu. Les jeunes Lakers, quand ils manquent les playoffs sans LeBron, ils finissent 9e, si je dis pas de bêtises, cette année-là, ils ont 35-36 wins. Ça défend bien. C'est une bonne défense. Donc, ça me surprend pas qu'il essaye au moins d'instaurer des choses simples. Et en attaque, moi, j'aime bien ce qu'on propose. On court pas pour courir comme des idiots, comme on faisait sous Jurger, où si l'adversaire il a couru plus vite que nous, t'es mort. Typiquement, t'es mort. Ouais. Et le seul truc qui me dérange, c'est de voir Richard Holmes utiliser tête de raquette absolument à chaque possession où n'importe qui monte la balle. Richard Holmes, il est devant la tête de raquette à 3 points et il a la balle et c'est lui, on dirait, qui lance le truc. C'est une five-out offense, un peu comme ce que fait Miami avec Bam Adebayo. Sauf qu'on a bien vu en pré-saison et même en début de saison que Richard Holmes, c'est pas un passeur. Il balance des parpaings des fois à Fox qui est à 1 mètre de lui. Pas son boulot, quoi. Donc, que tu fasses ça avec Whiteside, avec Bagley ou Avec Bjelica. Giles. Ouais. D'ailleurs, petite dédicace à ceux qui pensaient que Giles allait jouer à Portland. Ouais, il a joué en pré-saison. Il n'a pas vu le terrain. Donc, je l'adore, Harry. Je lui souhaite beaucoup de choses. Ça lui a fait du bien de nous mettre 2 gros scores. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris Canter pour pas le faire jouer. Parenthèse refermée. Mais ouais, moi, j'aime bien ce qu'on propose. Maintenant, il y a une chose qui m'embête, c'est Fox 7 shoots 3 points par match. J'ai envie de lui briser les 2 bras. C'est pas possible. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Nico. Tu parlais que Walton, on ne peut pas lui reprocher son aspect défensif. Et tu as raison, hein, de toute façon, il l'avait dit en arrivant que lui, ce qu'il voulait, c'est mettre une défense en place. Mais est-ce que justement les arrivées d'Alvin Gentry et le deuxième, là, c'est Rex Kalamian, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je ne suis pas sûr du. Est-ce que justement le fait qu'il ait étoffé ce coaching staff, sachant que Gentry, a priori, il est plus axé offensif, est-ce que justement ça ne fait pas du bien aussi par rapport à ça? Question globale. Hein. J'avais cru lire que justement que Rex Kalamian était un assistant coach quand même axé défense et qu'il a pas mal taffé avec l'équipe, notamment sur l'aspect communication en défense. Donc c'est pour ça qu'on voit des rotations quand même un petit peu plus fluides, des efforts sur les aides, quelque chose d'un peu plus intéressant en défense, quoi. C'est surtout les aides où ils ont progressé, je trouve. Oui. Vraiment, le point précis, c'est les aides quand il s'agit de... Surtout les aides pour chasser les 3 points dans le coin, pour bloquer un peu les lignes de passe, à un moment, choisir entre 2 joueurs et pas se tromper. Ils sont déjà... Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas vu ça sur certaines séquences, et vous l'avez... D'ailleurs, je crois que certains d'entre vous l'ont tuté, mais j'avais pas vu ça depuis 3-4 saisons, j'ai l'impression, voire plus, quoi. Même plus. La volonté aussi, il y a des joueurs qui ont la volonté de défendre. Je dis pas qu'ils n'avaient pas la volonté. Même Buddy Hield défend intelligemment. Voilà, c'est ça. Buddy Hield, voilà.
Même si sur ce début de saison, son adresse, elle n'est pas là, on en parlait encore ce matin, je crois, avec Nico. Pour le coup, défensivement, on n'a rien à lui dire, quoi. On n'a rien à lui dire. Il bosse, il court, il sort sur les shoots, chose qu'il ne faisait pas forcément les années précédentes. Et il a dit lui-même hein, qu'il voulait prouver, justement, comme il était beaucoup critiqué là-dessus, qu'il voulait prouver qu'il pouvait être un bon défenseur. Et là, pour le coup, pour ses premiers matchs, il prouve qu'il l'est, quoi. Ouais, il y a quelque chose Après, qu'on ne peut pas enlever à ouais. Buddy Hield, c'est vraiment son côté bosseur, quoi. On l'a dit et répété, c'est un mec qu'on peut critiquer pour ses déclarations et que c'est une tête brûlée et c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est un gars qui fait vraiment des efforts, qui passe des heures à la salle, qui chaque saison ajoute un aspect dans son jeu, quoi. On a vu l'année dernière essayer d'ajouter un peu de ball handling. Bon, ça n'a pas trop marché, et ça a donné les résultats qu'on connaît, mais on voit que cette année, il se concentre en défense et on voit qu'il a des aptitudes, quoi. Il est bon sur ses appuis, il a un physique intéressant, donc il y a Le une bonne seul marge de truc, progression, hein. le seul truc qui va monter à Buddy Hield au niveau défensif, c'est la vitesse latérale. C'est-à-dire qu'il essaye de suivre son joueur, mais latéralement, il n'a pas les pieds qui vont assez vite pour. Autant pour aller tout droit, ça va, autant quand il faut être en pas chassé et faire ce que fait Fox ou Liberton sur certaines séquences, ça, il n'y arrive pas. Donc, il n'y arrivera jamais, c'est pas ce qu'on lui demande, mais rien que le fait qu'il suive son joueur et qu'il ne prenne plus de backdoor, c'est bien. Hein. Ouais, il est tout simplement déjà plus attentif, plus concentré, quoi. Oui. J'allais dire, ouais, on peut noter vraiment une certaine agressivité de la part de tout l'effectif. De toute façon, je pense que c'est un truc qu'on peut relever vraiment sur ce début de saison. C'est vraiment que chacun a l'air d'être à la tâche vraiment en défense. C'est, comme tu le disais, Olive, l'année dernière, on prenait des valises. Là, sur les 2-3 premiers matchs, on voit vraiment des efforts et c'est plaisant à voir, quoi. On sait que le match, là, on perd contre les Suns, ça se joue dans le troisième, quatrième quart-temps. Il y a des matchs où l'année dernière, dès la première mi-temps, on savait qu'on allait perdre. Ouais, voilà. Que Whiteside hein, qui rend fou. Hein. Même si, et Flo, tu l'avais tweeté et j'avais fait cette remarque pendant le match, Whiteside, des fois, il a envie de défendre. Mais il y a des fois, on sait, il a des absences, il a des trous d'air terribles. En fait, Whiteside, c'est un mec qui va beaucoup se reposer sur ses capacités physiques. C'est pas tant son QI défensif, c'est vraiment sa longueur de bras et son physique imposant. Quand on l'a vu, il a mis 2 énormes comptes sur Booker et je sais plus qui d'affilée au dernier match contre les Suns, mais c'est vraiment parce que du coup, il est bien placé. C'est pas vraiment son QI défensif, quoi. Mais après, ce qui rend dingue, c'est que on voit que le mec, il fait des trucs, mais il est aussi frustrant qui fait des trucs bien, quoi. C'est-à-dire le mec, il arrive à sortir un 8 points, 8 rebonds et 2 contres en jouant ralenti, en donnant une impression qu'il n'a rien branlé, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Et sur le premier match contre Denver, tu le vois dans la seconde unité, qu'il avait cet aspect intimidation parce que, je crois que je regardais le match aussi, les mecs n'osaient pas trop aller au panier. Hein. Tu vois, et que vraiment, mine de rien, son gabarit et sa capacité à contrer a joué psychologiquement sur l'adversaire. C'est très bête ce que je veux dire, mais là, en l'ayant dans notre effectif, et en observant un petit peu plus effectivement ce genre de truc, tu te rends compte qu'il est quand même monstrueusement balèze et il est quand même souvent, c'est un truc sur lequel il est bon, il est attentif quand il sent que ça va venir vers lui. C'est-à-dire que quand il y a un pick and roll et qu'il défend l'écran, des trucs comme ça et tout, là, dans ces trucs-là, il est relativement concentré et il est bon dans la dissuasion. C'est vrai que par contre, dès que c'est du jeu loin de lui et que ça arrive dans le cercle et tout, il comprend rien en fait. Il a pas d'anticipation, il a pas, voilà. Mais dans son couloir, on va dire, quand c'est comme s'il défendait avec des œillères en fait. Mais quand c'est devant lui, franchement, il intimide même plus que ce que je pensais. Moi, il y a un truc que je relève, c'est le fait que il baisse vite les bras, j'ai l'impression, j'ai plusieurs actions en tête où il voit qu'il ne va pas l'avoir. Et je pense qu'un joueur de basket, ça marche beaucoup au mental. Si un joueur qui joue couvert et qui n'est pas défendu, il sait qu'il va pouvoir recommencer plusieurs fois. Alors quoi, il pourrait faire ce petit geste de la main ou ce petit truc en plus qui ferait que la prochaine action, peut-être que là, le joueur mettrait un panier, mais sur la prochaine action, dissuader le joueur de prendre le même truc. Ça avait l'air intéressant, on n'a rien compris ce que tu as dit. J'ai eu l'essentiel. Le fond avait l'air intéressant. On t'entend pas bien. Ah mince, alors attendez, je vais essayer de rechanger de. Non, mais il fait pas le petit effort en plus. Il voit qu'il l'a pas, il dit bon, vas-y, je l'ai pas, il est loin, tant pis. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais le truc, c'est que Whiteside, on le connaît. Ça veut dire que dans une équipe comme les Kings, ce qu'il va faire en sortie de banc, c'est très suffisant. Dans une équipe qui va vouloir aller plus haut, Whiteside, t'as envie de le prendre à un arbre. Et les mecs de Portland, ils en pouvaient plus, en fait. Parce que, ok, il va faire ses stats, mais il va te coûter des points. Tu sais, c'est un peu le syndrome Carmelo Anthony.
Ok, il va te mettre des points. Ok, il va te porter quelque chose. Mais son côté nonchalant, c'est exaspérant quand tu veux aller très très haut. C'est pour ça que ça m'a beaucoup surpris. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il y a beaucoup de previews qui le mettaient titulaire dans le 5 des Kings. Je fais, mais est-ce que les gens regardent des matchs ou pas? Est-ce que les gens ont regardé Sacramento la saison dernière? Regarde Est-ce juste que les les gens ont stats, regardé je pense. Portland? Non, je te dis non. Ouais, donc c'est vraiment, j'étais là, les gens pensent vraiment que Hassan Whiteside est une solution viable au poste 5 à Sacramento, Après, en l'ayant signé au minimum, quoi. Bah, après, si, vous m'entendez mieux là ou pas? plus ou moins. Ça va. Ouais. Si Attendez. tu pars du principe où Whiteside, tu le prends et que tu mets dans le 5, un peu comme Garnett à sa fin de carrière là, quand il était aux Wolves, ouais, il était dans le 5 par principe, il jouait 4 minutes, après il sortait. Et les gens ils ont mis Whiteside en fait parce que le nom Whiteside, et comme tu dis, si bien ils ne regardent pas le match des Kings, ils n'ont pas forcément vu ce que nous a apporté Holmes la saison dernière. Donc Ouais. pour eux, Whiteside arrive aux Kings, c'est logique que Whiteside soit titulaire, alors qu'en fait non. Ouais. Oui, bah, si Portland avait Holmes, il l'aurait gardé, quoi. Voilà. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, clairement. C'est Mais ça. Je pense qu'ils prennent même pas Canter s'il y a Holmes. Ouais. Ouais, sans doute pas, ouais. Je pense qu'on peut en reparler. Vous m'entendez là ou c'est bon ou pas? Ouais. Un saccade Ouais. toujours. Parle tranquillement, parle pas trop vite et ça ira. Ok, parfait. J'allais dire, Richon Holmes, c'est un joueur que j'affectionne. Je pense que c'est un de mes joueurs les préférés dans l'effectif. Ce que j'ai vu là sur le début de saison, je suis un peu mitigé parce que, comment dire, son problème de faute, c'est qu'il y a 2 matchs. Même, je trouve qu'il a le même défaut que l'année dernière. C'est le manque d'expérience. Vraiment, j'ai l'impression qu'il se fait toujours avoir sur des fautes bêtes. Mais après, on peut toujours pas lui enlever son côté agressif, tout ça qui fait extrêmement plaisir. C'est énervé. C'est top. Bah, Vraiment. les fautes de Richard Holmes, c'est des fautes c'est ce qu'on disait pour Harry Giles l'année dernière, c'est des fautes, ou même C'est pour naïf, Wizard ouais. lors du poids, c'est pas de naïveté, c'est des fautes d'enthousiasme. Ça veut dire qu'il veut faire d'action, il veut aider, et il réfléchit pas, et c'est l'instinct qui prime. Et en défense, ceux qu'on jouait un petit peu, n'importe quel sport, défensivement, c'est souvent de l'instinct. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu vois, on va parler d'Haliburton, je pense, dans quelques secondes. Buddy Hield n'aura jamais l'instinct défensif qu'a Haliburton. C'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Et Ouais. peut-être que Holmes va déjà, vu que c'est le pivot et que on est quand même dans une ligne de grands. Hein, là, on va jouer encore Jokic ce soir. Il va avoir tous les ballons. Il va avoir un gros taf. Il faut qu'il se calme et qu'il réfléchisse un peu plus. Mais c'est compliqué quand tu es le joueur qui est Holmes. Et je pense que Bagley a le même problème. C'est-à-dire qu'il est plus dans l'instinct que dans la réflexion. Et que bah, ça vient pas comme ça, quoi. C'est compliqué de lutter contre ses instincts et de te dire là, faut que je me calme, faut que je fasse ci et d'analyser. Surtout quand tu es dans cette action. Bagley, Ouais. il a pris beaucoup de fautes, non? Si. Bagley, il a pris beaucoup de fautes contre Denver. Contre les Suns, ça allait. Je suis d'accord, mais je vois une nuance entre les problèmes défensifs de Holmes et Bagley. Holmes, pour moi, c'est parce que là, tu as complètement raison sur Holmes, et c'est sans doute parce qu'il s'est fait sa place dans la ligue comme ça, en fait, en jouant dur, en jouant tous les plays. En fait, Holmes, il joue sur tous les plays défensifs, il joue, il s'engage. Donc après, évidemment, il ramasse des fautes, mais c'est parce que c'est comme ça qu'à Philadelphie, il s'est fait un nom, etc. À Phoenix aussi, et il jouait sur des temps de jeu réduits. Et en fait, il a du mal à faire la transition sur quelqu'un qui joue maintenant. Enfin, on aimerait bien qu'il joue 25 à 35 minutes, quoi. Et ça reste compliqué parce qu'il est quand même souvent. Enfin, on va voir, là, la saison vient de commencer. Mais moi, je trouve que c'est ce truc-là qu'il a géré, c'est qu'en fait, son temps de jeu a augmenté, il défend toujours comme s'il jouait un quart d'heure, en fait. Ouais, je suis d'accord. En fait, Et Bagley, pour moi, c'est plus qu'il est nul défensivement, et du coup, il sait qu'il est nul, et il sait que tout le monde dit qu'il est nul, et du coup, il force à essayer de faire des trucs en défense, mais qui n'ont même pas de sens. Oui, c'est vrai. C'est plus grave pour moi, Bagley, parce que on y reviendra sans doute aussi, mais autant j'ai été très, enfin pas surpris parce que je pense vraiment que c'est un talent, un vrai talent et tout, et il a une fluidité pour sa taille. Mais putain, en défense, il est compliqué, quoi. Vu les gabarits qu'il a, vu la mobilité qu'il a et tout, il devrait déjà être entre guillemets, déjà, je sais pas comment dire, mais peut-être pas performant, mais au moins. Utile. Ok, quoi. Ouais, au moins utile ou au moins ouais, quelque chose qui ne fait pas forcément une dissuasion intérieure et tout, mais voilà, au moins à peu près stable. C'est déjà compliqué parce que franchement, je sais pas vous, mais des fois, je comprends pas ce qu'il fait en défense en fait. Bah, en fait, le problème, c'est que Bagley, il a été dans une fac qui n'apprend rien aux joueurs. Ouais. Duke, Kentucky, Kansas, ce type de fac, c'est très bien pour se montrer, marquer des points, avoir un coach qui sont pas vraiment des coachs, mais des gestionnaires d'hommes. Calipari, coach Krzyzewski, Bill Self, c'est des mecs qui vont gérer des effectifs, beaucoup d'ego, mais c'est pas des gars qui vont t'apprendre quelque chose. Il a jamais défendu Bagley au lycée, il a jamais eu besoin. Donc c'est un monstre.
Et il arrive en fac, on lui dit, à côté de toi, on va mettre Gary Trent Jr., on va mettre Wendell Carter, et t'es tellement nul qu'on va te faire jouer en zone. Parce qu'ils ont fait une zone cette année-là de Duke. C'est une des seules années où ils ont fait ça pour te cacher. Justement pour que tu sois à 100% et que tu puisses marquer tes points. Donc maintenant, c'est à nous aussi, aux Kings, de pour une fois développer un joueur et de lui dire, bon, écoute, fais ce que tu sais faire, on va te fixer sur un poste et en défense, on va te prendre du temps. Il a 21 ans. Ouais, j'entends bien, mais ce qui m'inquiète, c'est que ça fait 6 mois qu'il aurait, même plus, ça fait 1 an qu'il aurait pu faire de la vidéo. Ah oui, mais Et ça, au moins, il a l'air un peu perdu, quoi. C'est ce qui me fait peur. Franchement, en défense, on dirait un rookie, quoi. QI basket défensif, c'est très compliqué parce que je pense que, pareil, offensivement, le QI basket de Bagley, c'est quoi? Tous ces rebonds qu'il prend, c'est parce que athlétiquement, il est très très fort et qu'il a l'instinct du rebond. Mhm. Tu le vois sur ses prises de balles. Mais est-ce qu'il sait bien se placer? Pas tellement. Les shoots qu'il prend, il y en a beaucoup qui sont casse-croûte. Donc, est-ce qu'il est assez intelligent au niveau basket et compréhension du jeu pour faire ça? Je sais pas. Maintenant, on a des coachs, ça sert à ça. Des mecs comme Griffin, en défense, quand ils sont arrivés, c'était des chèvres. Maintenant, il sait à peu près se placer, puis il sait plus trop être un boulet. Donc, est-ce que nous, Ouais. on est capable de faire ça? C'est possible. Après, il a été beaucoup blessé, mais il aurait pu faire de la vidéo plutôt que d'aller Mais rapper. c'est cool déjà parce que vu son physique et vu ses qualités de basketteur, tu vois, pur, on va dire. En plus, il sait pas jouer, donc s'il apprend un minimum à jouer, ça peut être vraiment monstrueux, Bagley. Ah, ouais, le plafond était pas le plancher pas très haut. Enfin, pas très haut. On dit ça, mais il est quand même en 13-11 depuis le début de l'année. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça. Il est bourré de défauts et il est en double-double, quoi. Et il est en double-double. Donc bon, est quand même intéressant. Puis son plafond, s'il perce bien, parce que je discutais avec Max, que je salue, on se fait beaucoup tailler pour pas avoir pris Doncic, mais il va falloir parler de DeAndre Ayton à un moment donné. Oh putain, il est encore plus frustrant que Marvin Bagley, c'est incroyable. Parce que DeAndre Ayton, c'est pas un joueur de chez nous, donc j'en parle 30 secondes, mais ne pas arriver à dunker sur Bud Hill pour prendre un N1, c'est dur. C'est dur. C'est très, très dur. Je serais curieux de voir si on enlève la fanbase des Kings, la nôtre, quoi, et celle des Suns, et qu'on demande aux gens s'ils préfèrent aujourd'hui avoir Ayton ou Bagley. Je pense que la majorité préférerait de peu Ayton. Mais je pense que ce serait déjà presque Ouais, du c'est à 50-50. cause des blessures. Si Bagley joue 82 matchs l'an dernier, la réponse n'était pas la même. Parce que Ayton, il est vraiment frustrant, quoi. Il est mou. Et c'est ce qui m'avait fait peur à Arizona, c'est qu'ils se font sortir de March Madness par une petite fac où il a été nul. Mais nul. Il peut, ce mec-là, en NCAA, il aurait pu mettre 30-30 tous les soirs. Mais il en avait rien à secouer. Et là, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il s'en tape. J'ai l'impression qu'il est lent, qu'il est mou. Et puis par contre, il s'est énervé dans le troisième quart-temps lors du premier match, et puis il a collé 6 points, 7 rebonds. Ouais, mais Chris Paul va lui faire du bien, c'est ça le problème. C'est sûr qu'en jouant avec Chris Paul, il va progresser. Chris Paul, il va l'attraper, il va lui mettre 3 claques. Il lui a déjà gueulé dessus, j'ai entendu. Ouais, il a gueulé dessus sur le N1 de Holmes l'autre jour. Ouais. Il va lui apprendre à jouer dessus. Il va lui apprendre la vie. Flo, t'en penses quoi avant que tu t'endormes? Non, je rejoins complètement Nico et Simon sur Bagley. C'est un peu mitigé, moi, en fait. Bon, alors, il vient de recommencer à jouer, il a fait 3 matchs, donc c'est bien trop tôt pour tirer des conclusions. Mais en fait, ce qu'il y a, Bagley, c'est que pour moi, il est hyper brut, en fait. Pas brutal, mais brut comme un diamant brut, quoi. Et en fait, ce que je trouvais fascinant lors de sa saison rookie, c'était que voilà, on voyait clairement qu'il pouvait tourner en double-double, voire assez facilement en 20-10. Alors que en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste, il court, il saute au rebond et il a des bonnes mains près du cercle, quoi. Mais c'est à peu près tout. Il passe pas, il crée pas. En 1 contre 1, il n'est pas terrible. Mais c'était pas grave lors de sa saison rookie. Tu dis, il a 19 ans. Déjà, s'il arrive à faire ça juste sur son talent pur et son physique, ça promet de beaux lendemains. Bon, la saison dernière, on peut dire que c'était une saison blanche. Et là, on est déjà à 3e saison. Et là, sur ses premiers matchs qu'on a vus, j'ai l'impression de voir le même joueur que lors de sa saison rookie. Donc, ouais, ok, c'est cool. Il arrive à être productif quasiment sans savoir jouer, quoi. Mais moi, ce que j'espère, c'est que sur le moyen terme, justement, ce diamant brut, il se polisse, qu'il arrive à jouer un peu plus intelligemment, qu'il affine sa technique. Et pour le moment, j'ai pas vu de changement par rapport au Bagley rookie, quoi.
Ouais, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas tellement de, on n'a pas cet intérieur vétéran un peu brut et tout qui pourrait aller coacher un gars comme Bagley, qui pourrait aller lui parler, qui pourrait aller lui montrer comment se placer, comment jouer, enfin voilà, des trucs comme ça. Je pense il va quand même apprendre pas mal sur le tas. Voilà, bah, évidemment, il y a les assistants coach qui sont là pour ça, mais je sais pas, je pense il va lui manquer un peu un mentor quand même à Bagley pour le secouer un peu. Bah, Ouais, après, ouais. vas-y, Adam. Vas-y, Nico. Non, vas-y. Non, j'allais dire, de toute façon, c'est pas. J'ai l'impression que le seul joueur d'expérience vraiment qui a une vraie expérience chez les Kings, c'est Barnes, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il peut jouer trop. Je pense qu'il a un rôle dans le vestiaire où il arrive à canaliser tout le monde. C'est un joueur, on peut revenir sur Barnes aussi, qui, moi, ça, sur les saisons, m'impressionne vraiment. Même si on savait de quoi il était capable, c'est vraiment quelque chose de bien. Mais même en termes de ce qu'il peut apporter dans l'équipe, j'ai pas l'impression que vraiment. C'est horrible, vous m'entendez pas. Non, en fait, Non, là, Frère, moi, je suis désolé, frère, c'est mais chaud. là, je sais pas de qui tu parles en fait. je pense qu'il parle de Barnes. J'ai entendu la suite, mais le nom au moment où Je tu as crois cité qu'il le joueur, parle j'ai de pas Barnes. entendu. Je crois qu'il parle de Barnes. Faire une Ok. dernière tentative avec un autre cadre, je vais fouiller chez moi. Bien. Donc, mais Bagley, en fait, ce qui est, le truc, c'est que c'est un intérieur. Les intérieurs, comme dirait un Canadien, ils ont besoin de beaucoup d'amour pour progresser. Ils sont très. On a quand même Attends, qui est-ce qui dit ça? J'ai pas la ref, moi. Ah, c'est l'ami d'envergure, l'ami. Ah oui, ok. L'ami Ben. Benoît, ouais, Benoît. L'ami Benoît, que je salue. C'est vrai. Et qui, en fait, le truc, c'est qu'on voit en NBA des mecs comme Bam Adebayo qui progressent vachement vite pour des intérieurs. Avant, un intérieur, de 19 à 22 ans, il était sur le banc. Et c'est là, après, qu'il commençait à monter en compétences et qui prenait de la bouteille. Parce que beaucoup d'intérieurs en NBA, même des numéros 1 draft, on se souvient du grand Kwame Brown, ils arrivent en NBA juste parce qu'ils font 2m15. Bagley, c'est ça, mais il a une athléticité qui est dingue. Le deuxième saut de Bagley, c'est impressionnant. On en a Mais il y a- déjà parlé, il y a- le double saut de Bagley, il est. C'est dingue. Il y a pas que ça, hein. Ce que j'aimerais bien, c'est que Walton dise, ou Walton ou au-dessus, Bagley, c'est tel poste, 4 ou 5. Voilà ce qu'il faut pour qu'il soit bon NBA, voilà ce qu'on va travailler. Il y a pas. Il est baladé entre 4 et 5, on sait pas trop quoi lui faire bosser à part sa défense, ça on sait. Donc, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, Nico, quelle est la grosse différence dans la NBA actuelle entre le poste 4 et le poste 5? Aujourd'hui, les joueurs ils sont interchangeables à ces postes-là. Enfin, en théorie. Jokic, tu mets en 4, toi? En théorie. Anthony Davis, tu peux le mettre 4 et 5. Oui, mais Anthony Davis, c'est un hybride. Tu mets Bam, Jokic bam, tu peux le mettre 4 et 5. Oui, mais là, tu cites des Kevin Durant-like, tu cites des mecs qui font 2m12, qui ont un handle de dingue, qui vont vite, qui sautent partout, qui sont des anomalies de la nature. Bagley, c'est censé être ça, aller vite et sauter partout. Oui, ouais, complètement. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas encore le handle d'un Bam Adebayo ou la vision de jeu d'un Bam Adebayo. Après, Bam Adebayo, il est tombé à Miami avec Pat Riley, avec un gros staff autour de lui, un vrai cadre, des vrais vétérans. Il a été avec Dwayne Wade, il a été avec tous ces mecs-là qui ont pu le polir. Un mec comme Pascal Siakam, tu peux le comparer aussi. Mais il a besoin d'un environnement stable. Au Kings, il est arrivé, il a déjà fait 2 coachs de GM. Ça fait 3 ans. Bah, justement, on peut être alors optimiste par rapport à ça. Ah bah oui, moi je suis pas négatif avec Bagley. Maintenant, la question avec Bagley, l'été prochain, il faut le payer, vous lui donnez combien? Bah justement, la question c'est qu'il faut que je pense avant, il faut savoir quel joueur c'est en fait. Et on n'a plus qu'un an pour le faire à cause de ces putains de blessures. Parce que Bagley, en fait, et c'est hyper intéressant ce que tu disais, moi je sais toujours pas ce que c'est en fait Bagley, et je pense que même lui non plus, les coachs non plus, personne en fait. Parce que pour aller vite, sur les postes 5 et 4, tu as 2 modèles à chaque fois. Soit tu es un 5 qui va de cercle à cercle et qui fait que ça, soit tu es un 5 qui est un peu intégré dans le jeu offensif et en général, Adebayo, machin, en tête de raquette. Et pour les 4, je vais être à peu près grossier, mais soit tu es très fiable à 3 points et du coup, il n'y a pas de question, tu joues stretch fort et tu te passes à la ligne à 3 points et voilà, en fait, tu attends dans un coin comme un 3 en fait et tu coupes quand il y a de l'espace devant toi. Soit tu es un 4, on va dire, même pas à l'ancienne parce que ça n'existe plus, mais tu es un 4 capable de faire au moins 2 choses en attaque et tu as un profil hybride intérieur-extérieur où tu permets à ton équipe de soit jouer avec 4 extérieurs, soit jouer avec 2 intérieurs. Globalement, c'est ça. Et Bagley, le problème, a priori, c'est plutôt le deuxième type d'intérieur, mais il a tendance. En fait, le problème de Bagley, surtout, c'est qu'il est bon quand il est en mouvement,
Et les 4 sont plutôt des joueurs à l'arrêt, du coup, quand ils font de l'intérieur-extérieur, parce qu'ils vont se placer dos au panier, le jeu se ralentit et tout. Bagley, dès que ça ralentit, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais plus ça ralentit, moins il est bon. Donc pour moi, c'est vraiment un ailier, quoi. Il a ce truc de jouer en mouvement, de jouer vers l'avant et tout. Dès qu'il demande la balle dos au panier, tu sais que ça va être n'importe quoi derrière, sauf s'il se retourne tout de suite sur son shoot. Mais sinon, il ne sait pas lire les prises à deux, il ne sait pas ressortir la balle, il ne sait pas se redéplacer en dribble, se resituer. Et je pense que ce ne sera jamais ce joueur-là. Moi, j'ai l'impression de voir jouer, c'est bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de voir jouer des fois un jeune Sean Kemp, quoi. Vraiment un mec qui est juste qui percute vers le cercle, et là-dedans, il est bon, mais tout le reste qui est du rôle d'intérieur, c'est quasiment et c'est quasiment la connerie de Divac, mais vous savez, quand il disait qu'il comptait le faire jouer 3, c'était complètement stupide, mais l'idée que Bagley est un ailier plus qu'un intérieur, ça, je pense que c'est vrai, c'est réel, quoi. Je ne vois pas un intérieur offensif dans ce mec-là. En fait, il a une main gauche qui est très très forte. Il a un footwork qui est très développé. Le problème, c'est que physiquement, on l'a vu lors de sa saison rookie, il se fait post-up par Joe Hart. Donc c'est très compliqué En fait, il est bon, balle en main, et driver des mecs plus lourds que lui. C'est ce qui a fait son succès à la fac. C'est qu'il avait la balle tête de raquette et il pouvait soit drive les 5 qui étaient trop lourds, soit poster les 4 qui étaient plus légers. Et le problème, c'est que c'est le phénomène twinner en NCA. Il y a un autre joueur qui a eu ce problème-là, c'est Derek Williams, qui était un 3, qui était un 3 ultra, soit trop physique pour les 3 en NCA, soit trop rapide pour les 4 à la fac. Mais quand arrivant en NBA, c'était le phénomène inverse. Il était trop léger pour les 4 NBA et trop lent pour les 3 NBA. Donc il s'est retrouvé dans une espèce de mix un peu bâtard. Puis comme il était abruti, donc c'était peu compliqué pour lui. Bagley, ce que j'aime, le seul truc qui est vraiment positif pour lui, c'est son discours après le match contre Phoenix, où il est en 13-11 et il dit « je suis pas content, je dois faire plus ». Il est exigeant avec lui-même, il a une vraie éthique de travail, donc il va progresser sur certains points. Maintenant, il faut être patient. Malheureusement, c'est pas Luka Doncic, c'est pas Jaren Jackson Jr. Et même un mec comme Jaren Jackson Jr. qui est de sa draft n'est pas prêt. Mais tu vois, par exemple, une question simple, si cet été, il faut le re-signer, là, il reste, dans la durée de temps qu'il reste, tu lui dis de regarder quel joueur dans la ligue actuellement en lui disant, bah voilà, si tu fais 80% de ça à la fin de l'année, tu as ton chèque. Tu lui évoques quel joueur? Adebayo. Ok. Adebayo, Siakam, ce type d'intérieur. Moi, je pense Siakam. Honnêtement, Siakam, il est capable de le faire. Adebayo, il n'y arrivera pas. Ouais, je pense pas. C'est le type. En fait, moi, ce que je vois avec Holmes en tête de raquette, qui a le ballon en début de possession et qui oriente un peu le jeu et qui après pose des écrans pour courir vers le cercle, quitte à ressortir derrière, c'est ce que j'aimerais voir faire Bagley. Donc pour moi, dans Sauf mon qu'il idéal... passe pas Bagley, quoi. Comment ? Sauf que Bagley, il passe pas la balle. Hein. C'est trop un scoreur. C'est trop un scoreur dans l'âme. En fait, ça le chatouille dès qu'il a la balle en main, ça se voit. Hein. Allons, panier. Mais après, qu'est-ce que je veux dire ? Les passes que fait Holmes en début que fait Holmes en début de système, il est capable de les faire. Ouais, bien sûr. Juste, tu fais un end-off pour Buddy et tu lui mets un écran tout de suite. Soit Buddy prend un shoot, soit tu rolls et après tu ressors. Il sait le faire. Il n'y a pas besoin d'être Jokic pour savoir faire ça. Mais je t'avoue que je préfère Siakam comme modèle pour lui. Ouais, c'est pas bête. Bah, c'est toi qui l'as dit. Hein. Mais moi, j'aimerais qu'il soit Adebayo. Mais... ouais, c'est sûr. Mais Siakam, ça me paraît plus réalisable parce qu'il a physiquement, c'est le joueur qui lui ressemble peut-être le plus, ce mélange de vitesse, longueur, explosivité. Et Siakam, c'est un peu aussi à l'arrache offensivement, mais ça passe dès qu'il est en mouvement. Son spin, là où il enchaîne, c'est pas toujours académique, mais ça rentre. Son shoot, c'est un peu pareil et tout. Il a des spots. Il est pas mal aussi. Ouais. J'ai l'impression, franchement, Siakam, c'est vraiment pas con pour Bagley. Et effectivement, si Bagley fait 80% de ce que fait Siakam, moi, je le signe, quoi, tu vois. Ouais, ça tombe bien, on a Rico Hines dans le staff qui est l'entraîneur qui a contribué au développement de Siakam. Je vais juste reprendre la question qu'on voit là sur le chat, parce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Merci d'être là à tous ceux qui sont là. La bise à Bastien qui est passé. C'est Noah qui pose la question, qui dit, est-ce qu'il ne faudrait pas associer un stretch 5-4 à Bagley pour lui ouvrir à fond la raquette? On l'avait fait avec Belica. Pour répondre à ta question, Noah. C'était l'idée avec Deadmon aussi. Hein. Oui, sauf que ça a été un flop total. Ouais, on a vu ce que ça a donné, ouais. Mais c'est sûr qu'avec Holmes, ça ne va pas le faire. Avec Whiteside, ça ne va pas le faire. Whiteside, après, il a prouvé qu'il pouvait de temps en temps, quand il avait envie, shooter. Maintenant, j'aime pas, mais
Moi, ce qui me dérange avec la raquette Holmes Bagley, c'est que ça bouche l'intérieur complètement pour Fox. Ah oui, Et en Fox, termes de spacing, c'est mort, quoi. Ah, il termes peut de s'écarter un peu, spacing, Bagley. Il peut s'écarter un peu. Il peut ouais, s'écarter, mais mais il peut il pas n'a pas mis rentrer un ses depuis le début tirs. d'année. Hein. Ah, il en a mis un récemment, là. Dernier match, tu vois, avant. Ouais, mais bon, il est à 1 sur combien? Ouais, Tu vois, c'est comme. c'était très joli sur les highlights parce que c'est une Ouais, passe voilà, dans le c'est dos de joli sur Buddy, l'highlight, mais mais ça veut dire que ça ne fera pas sortir ta défense, en fait. C'est Ouais, comme à Liberton. À Liberton, on va peut-être en parler, mais On va en parler. il a fait un très, très, très bon début. Mais il y a je regardais les deux matchs. La défense le laisse ouvert après un dribble. Ils lui disent ah, vas-y, shoot. Et après un dribble à Liberton, c'est 0%. bah, tant mieux, ça va l'obliger, ça va le forcer à s'améliorer sur cet aspect du jeu. Hein. Bah, ouais, mais Mm. c'est compliqué pour un mec qui a il a le même problème qu'Alonso Ball, en fait. C'est que Bah, son shoot, justement, est on tellement a vu ce qui est bizarre. devenu un Lonzo Ball maintenant. Lonzo Ball, il est complètement capable de tirer en sortie de dribble. Hein. C'est même une menace. J'irai peut-être pas jusque Ouais, menace. enfin là, je veux dire que dans le sens où il a quand même J'ai le beaucoup choix de amélioré les shooter, mais. Non, mais ça va clairement mieux. Ça va clairement mieux. Ça va clairement mieux. Il est quand même, enfin voilà, c'est un bon tireur à 3 points maintenant. C'est un bon tireur en sortie de dribble. Je dis pas que c'est un shooter élite, mais voilà, on voit qu'il a quand même beaucoup bossé et qu'aujourd'hui, il est capable de prendre ce genre de shoot. Donc, je suis pas inquiet pour Liberton sur ce point. Bah non, C'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui en plus. En sortie de dribble, c'est Buddy Hield, quoi. C'est personne d'autre. Oh non, Buddy Hield, c'est catch and shoot. Je veux plus voir dribbler Buddy Hield. Non, ça suffit les dribbles. Derrière un écran, je veux dire. Derrière un écran, c'est tout. Tu ne pénètres plus, Buddy. Après, à Liberton, jusqu'à présent, enfin, sur les shoots qu'il a mis, dont les deux contre Phoenix, Phoenix contre Denver, je ne sais plus, les deux qu'il met consécutivement, il n'a pas eu besoin de dribbler. Hein. Il a fait ce il a fait ce qu'on aimerait que Fox fasse, en fait. C'est Fox, il est rentré, il a pénétré, il a lâché pour Liberton, qui était tout seul dans son fauteuil. Donc, à la rigueur, pour le moment, comme on sait que ce n'est pas quelque chose qu'il maîtrise, le shoot après le dribble ou après un écran. Donc, pour l'instant, qu'il mette ses shoots de son fauteuil, ce sera très bien. Et comme dit Olive, c'est à Buddy Hield de faire ça. C'est son boulot à Buddy Hield. Donc, à Liberton, à la rigueur, bon, c'est pas ce qu'on va lui demander en priorité. S'il met ses shoots tout seul déjà en wide open, ce sera déjà très très bien. Et il l'a fait jusqu'à présent. Donc, voilà, il a encore des choses à faire. Et parce que de toute façon, vous m'entendez là ou pas? Ouais, c'est bon, nickel. Ah, top. Ce que j'allais dire, c'est qu'à Liberton, il sent le jeu. Vraiment, j'ai l'impression qu'il sent le jeu. Et quand il prend un shoot, il le prend et il sait que logiquement, ça va rentrer. On voit avant-hier, il a 5 sur 7. Il a des très bons pourcentages. Il ne va jamais forcer. Sa plus grande qualité, c'est qu'il ne force pas. On voit qu'il a toujours des bonnes passes. Je crois que c'est toi, Flo, qui tweetait ça. Pas des passes flashy ou quoi, mais juste des passes intelligentes. Moi, je le kiffe, ce joueur. Je pense que Flo, il a très très envie d'en parler là. Ah, enfin, franchement, moi, il m'épate. Hein. On t'a senti hyper enthousiaste. Et puis, alors forcément, avec le portrait que nous en avait fait Nico, je partais pas forcément avec un a priori hyper positif, mais franchement, moi, il m'épate la manière dont il joue. Enfin, le gars, il a quoi? Il a 3 matchs NBA à son compteur. Il a quasiment pas eu de training camp. Ça fait 6 ou 10 mois qu'il n'a pas joué. Il arrive, on dirait un vétéran, quoi, NBA. Quoi. Franchement, j'ai pas souvenir d'un rookie qui joue aussi vite, aussi juste. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'il donne, cette impression de maîtrise en permanence. Là, vraiment rien de forcé, vraiment des bonnes passes, quelque chose de bien senti. Si voilà, la passe n'est pas possible, il va faire autre chose. Enfin, vraiment, on a pris cet exemple déjà, mais le ratio turnover-passe est complètement abusé, quoi. C'est-à-dire que là, il a fait 15 passes. C'est un marché. Il a fait 15 passes et un seul turnover. Et le turnover, c'est un marché quand il glisse. Donc vraiment, on peut dire 0 turnover, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait aucune mauvaise passe en 3 matchs. Et vraiment, c'est quelque chose de très impressionnant, quoi. Ses capacités de playmaking. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que toujours dans cette idée qu'il fait des passes simples mais bien réalisées, c'est qu'on voit qu'en fait, il a un temps d'avance. Et ça, c'est un truc hyper rare en fait chez les basketteurs. C'est qu'il n'a pas encore la balle en main. Tu sens qu'il sait déjà où sont les joueurs, les différentes passes qu'il peut faire. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il fait toujours la bonne passe au bon moment. Et ça, c'est une qualité rare, quoi. Les deux passes qu'il fait pour Glenn Robinson, un sur un layup et en vraiment quand Robinson passe en backdoor, sincèrement, faut vraiment avoir la vision rapide
pour pouvoir la balancer. Et quand il les a jetés, les passes, je lui dis, c'est tendu. Mais comme tu dis, Flo, il a un temps d'avance. C'est super impressionnant. Simon, je t'ai vu acquiescer sur ce que disait Flo. Ouais, je suis ça complètement te d'accord. parle aussi? Bah ouais, il joue logiquement, en plus d'être. Je sais pas s'il est forcément en avance, mais effectivement, il a des lectures de jeu où je pense qu'il a du flair, en fait, tout simplement. Il a une capacité sans doute à exécuter très très vite ce qu'il voit. Je sais pas s'il le voit forcément en avance, mais dès qu'il voit, ça part tout de suite. Et il n'hésite pas parce qu'il a un toucher de balle qui lui permet des passes compliquées au premier regard. Là où tu vas hésiter parce qu'elle est dure à faire ou quoi, lui, il joue des passes assez simples, mais vite surtout. Et puis, par exemple, il y a une passe notamment où il écarte sur sa gauche. Et clairement, s'il la fait direct, elle passe pas. Il voit tout de suite, il rétablit pour faire une passe à terre. Et la passe à terre, qui est donc dans le deuxième temps, quoi, il change de direction au moment de sa passe. Bah, elle n'est pas du tout foireuse. Elle arrive pile dans la poche du shooter quand même. Il gère bien. Il a des fondamentaux parfaits, en fait. Et je pense qu'il lui permet d'être un passeur tout de suite assez impressionnant parce qu'il a des fondamentaux. Je l'ai vu faire des passes des deux mains à différents moments dans le dribble. Il a tous les angles, plus ou moins, j'ai l'impression. Donc, il a des fondamentaux parfaits à la passe. Le seul truc aussi, c'est qu'il bénéficie, pour contraster un petit peu, évidemment qu'il joue bien dans notre effectif parce que bah, voilà, nos arrières ne sont pas spécialement des monstres de justesse de jeu, quoi. Et je pense que ça se voit aussi d'autant plus fort parce qu'il est arrivé aux Kings. Et que quand tu as Fox, Buddy Hield ou Corey Joseph n'est pas vraiment un passeur d'exception non plus. Après, il joue relativement juste, mais il prend zéro risque, il fait tourner, quoi. Donc, ça me fait penser un peu à, par exemple, comme Malcolm Brogdon était arrivé au Bucks et que ça jouait un peu n'importe comment et qu'au même moment, lui arrive et tu vois tout de suite qu'il a du kick basket. Parce que je ne sais plus qui étaient les arrières de Bucks à ce moment-là, mais ça jouait mal. Je pense que l'autre. Non. Ouais, tu avais du Brandon Knight et peut-être Oji Mayo encore, ou non, peut-être plus, mais je ne sais plus. Ah, si, il encore là. Et chez nous, je pense que Haliburton bénéficie de ça parce que s'il arrive, par exemple, dans une équipe comme une équipe de plus haut de tableau, ou en tout cas une équipe qui joue plus juste, ou rien qu'Indiana, par exemple, il dénoterait moins en termes d'intelligence parce que là, il est remarquable tout de suite, quoi. On n'a pas, ça fait aussi, c'est pareil, ça fait des années qu'on a. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le joueur le plus intelligent de l'effectif déjà aujourd'hui? Si. Et bah voilà, moi, je dirais presque le meilleur aussi, défenseur aussi. C'était à la fois génial et à la fois ça dit beaucoup de choses de notre effectif. Un rookie arrive, ce serait donc le joueur avec le plus gros QI basket et le meilleur défenseur de l'équipe. Il y a Corey Joseph quand même, mine de rien, au niveau défense. D'ailleurs, qu'il a pris tout son nom. Corey Joseph, il y a l'ami anti-basketif qui vient de lâcher son verre, il arrive. Là, il a entendu Corey Joseph, bon défenseur. Il n'est pas bien. Mais non, pour Haliburton, moi, c'est qu'au moment de la draft, quand tu écoutes les Ricains, on a drafté Magic Johnson. Little Magic, c'est pas son nom? Little Magic, un truc comme ça? Ouais, enfin, on va se calmer tout de suite. Oui, bah oui. Calme. C'est un gamin. Il a de l'expérience parce qu'il a fait 2 ans en fac. Moi, ce que je lui reprochais surtout, c'était quand les défenses vont savoir le lire. C'est-à-dire que là, il profite aussi du fait qu'il est nouveau, que les Américains, c'est pas non plus des brutes au niveau scouting et au niveau vidéo, qu'il va avoir 6 mois où personne va le connaître ou pas trop. Et après, les coachs vont dire, bon, écoutez, lui, il n'a pas de shoot en sortie de dribble. Donc tout le monde recule de 2 pas, vous l'empêchez de pénétrer, vous bloquez les lignes de passe et il se débrouille. Le jour où il mettra ses shoots, on fera autre chose. Ça va arriver. Donc, il va manger ce rookie là à un moment. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il a pris 30 lancers francs en 2 ans en fac. Ouais, c'est pas assez cher. C'est tout petit. Donc, c'est ça qui me faisait peur. Maintenant, je pense qu'on peut en parler au niveau du style de jeu. C'est que quand on a vu la pré-saison, on s'est dit, mon Dieu, on arrose, on est les Houston Rockets de cette année. Et au final, après 3 matchs, on est l'équipe qui marque quasiment le plus de points dans la peinture. On est des équipes qui, au miracle, va le plus sur la ligne. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas 20 lancers par match? Et on est une des équipes qui shoot le moins à 3 points. Alors que quand on a vu la pré-saison, c'était tout l'inverse. Bah, c'est sûr qu'il y a un décalage avec la pré-saison qui est quand même assez énorme. Même par rapport à l'an dernier, en fait. C'est flagrant. Le premier match de pré-saison, on prend 50 tirs à 3 points. Avant-hier, on en prend 22 ou 23. Hier soir. Donc, un peu moins de la moitié, ouais. Ah oui, c'était hier soir, autant pour moi. Et ce qui est 22 ou 23, ce qui n'est pas énorme dans la NBA actuelle, voire même proportion basse, quoi. Bah, c'est assez peu quand tu penses que l'année dernière, on faisait des pointes à 20 ou 21, 3 points marqués. Donc voilà, c'est vraiment. Ça reste très peu. Et l'exemple le plus flagrant de ce changement de jeu entre la pré-saison et
les 3 premiers matchs qu'on a vus, c'est vraiment Fox, je trouve. Parce je le trouvais assez timide sur les matchs de pré-saison, à vraiment pas oser rentrer dans la raquette et attendre à prendre des tirs qui ne sont pas les siens derrière l'arc, à prendre 7-8 tirs à 3 points par match, vraiment rendait complètement dingue. Et là, je l'ai vu plus, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais plus agressif, plus dans la pénétration, en fait, c'est son jeu, quoi. Il arrive à plus aller sur la ligne. Non, on a plus retrouvé le chercher Fox de l'année dernière, quoi, Ça, c'est le vraiment Fox qu'on aime bien. intéressant. Bah, le Fox, moi, il me fait peur, en fait. C'est que quand il part tout droit là, dans ses chevauchées fantastiques et qui remonte le terrain en 3 secondes et demie, qui marque, tu te dis, mais c'est impressionnant, en fait. Et le problème, c'est que j'ai peur qu'ils se disent, ça marche à chaque fois, je vais le faire tout le temps. Et il y a un article, c'est les Kings Herald, je crois, qui avait écrit ça. Haliburton va nous aider à contrôler le rythme. Et ça, c'est un truc qui est vrai, c'est ce que disait, je crois que c'est Simon, il sait quand ralentir, il sait quand accélérer, il sait quand faire la bonne passe au bon moment. Et c'est un truc qui nous manquait cruellement. Avec Jörger, on était tout le temps à fond. Avec Walton, l'an dernier, on jouait à rythme de grand-mère. Il faut trouver cet équilibre-là. Et Haliburton, son intelligence de jeu, va nous aider sur ce point-là. Énormément. Bah, surtout comme il est grand et long, il a joué plein de minutes déjà à côté de Fox. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, c'est assez simple. Si ça joue vite, bah, la Fox, si ça doit se jouer sur demi-terrain, tu peux te dire d'ores et déjà, d'ici, je pense, 2 ou 3 mois, que si Haliburton prend les choses en main, quand il reste 12 secondes et qu'il faut recréer un shoot, c'est pas déconnant, quoi. Mais c'est déjà le cas, Simon, sur certaines séquences offensives de mémoire, c'est Haliburton qui mène et Fox qui se décale. Ouais. Donc, Ça risque de devenir la norme. Hein. Ça risque de devenir la norme aux Kings, je pense, au cours de la saison, quoi. C'est surtout tu peux beaucoup t'adapter, en fait, parce qu'on a vu pas mal de line-up à 3 arrières. C'est Fox, Hield, Haliburton ou Fox, Haliburton, Kojo, que des trucs comme ça où du coup tu as 3, entre guillemets, ball handlers, 3 mecs qui sont capables de mener la balle et de créer. C'est des line-up qui sont assez intéressants. Bon, côté défense, faut pas trop en parler, mais niveau vitesse, niveau voilà, circulation de balle, des principes de jeu qu'on veut instaurer, j'ai trouvé ça assez intéressant sur ce premier match. Bah, niveau défense, c'est vrai que c'est compliqué, mais au moins Haliburton prend un peu de rebond, ce qui lui permet, au moins à ce truc de l'autre côté du terrain de ne pas complètement prendre l'eau. C'est vrai que sur la défense d'homme des 3 extérieurs adverses, c'est compliqué parce que tu as toujours, en termes de gabarit, Haliburton est léger. Mais comme il est long, et je sais pas, il a des instincts au rebond, ça va, quoi. Je pense que ça peut tenir contre. Ça dépend contre quel 5 tu le fais, mais ça peut peut-être. Ça doit être des 5 qui, à mon avis, au niveau de l'équilibre entre ce que ça t'apporte et ce que ça t'enlève, il y a moyen que ce soit un bon 5 pour les Kings quand même. Bah, en fait, le truc, c'est comme il est intelligent des 2 côtés du terrain. Donc, sur l'homme, il va avoir un peu de mal, parce que physiquement, etc. Maintenant, la bonne rotation au bon moment, il va le faire. Le petit bump pour un peu casser le timing de la passe sur un pick and roll, il va le faire. J'ai coupé les lignes de passe au bon moment, il va savoir le faire aussi. Et c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis de Christie, Ron Artest, au Kings, ce genre de mec. De mec intelligent et qui sait pas forcément qui est un shutdown defender, mais qui est un bon général de défense et qui sait diriger une défense. C'est quasiment lui qui replace les mecs. Après, il va s'étoffer de toute façon en termes de gabarit du liquide. Je sais pas. Oui, Ça. mais Je sais pas. c'est comme pour son shoot. Il va développer ça, il va développer un gabarit. Faute que l'arrivée était un peu aussi maigrichon, hein. Il a pris du gab. Ouais, Donc, mais Fox, il n'a pas le torse tout rachitique comme à Haliburton. Quand tu regardes Haliburton, c'est physiquement, il a de très longs bras sur un torse tout fin. oui, mais Vraiment, le de la muscle masse, il va ça fixer fait sur le pas corps. sauter. Il va pas. Ah, Non, mais le torse, il va pas gonfler en fait. Il peut pas augmenter la largeur de son torse. Les os, ils vont pas pousser en fait. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Et puis, il est très haut sur ses jambes. Il a les hanches très hautes et tout. Et il se fera toujours prendre de vitesse par des mecs latéralement parce qu'il est trop long. Oui. Enfin, il est trop. Je sais pas comment dire, mais il est. Il a un centre Ouais, de gravité très, très haut. Et quand t'es grand, moi je fais un 90 et Olive encore plus. Quand tu joues contre un mec qui fait 15 cm de moins que toi et que le temps que tu te baisses, il est déjà passé, bah, Haliburton, il aura toujours ce problème-là. Il aura beau s'étoffer physiquement, il n'y a rien qui change le fait que bah, t'as des très longues jambes et que le temps que tu te baisses, bah, les petits gabarits te seront passés devant, quoi. Et c'est pour ça que je me demande si à terme, son développement, c'est pas de le spécialiser en une espèce de mini point forward, quoi. De le faire jouer vraiment 2-3 avec de grosses qualités à la passe, à côté d'un meneur. Oui. Franchement, hein. Bah, en fait, moi, ce qui me fait penser ça aussi, c'est que
c'est un mec très intelligent et qu'il s'est dit, alors, j'ai pas envie d'aller à New York. Est-ce que, vu mon jeu, mes défauts, mes qualités, parce qu'il est totalement conscient de qui il est, est-ce que aller à New York, où j'aurai la balle 35 minutes par match, à Détroit, où j'aurai la balle 35 minutes par match, parce que c'est les deux équipes qui voulaient absolument le prendre, est-ce que c'est un bon call? Est-ce que je vais pas me brûler les ailes? Tandis que à Atlanta, ou même à Phoenix, ou à Sacramento, ou à San Antonio, bah, il y a un meneur déjà établi. Je vais apprendre derrière et je vais me polir mon jeu et je vais pouvoir être utile au poste 2. Pour moi, Liberton, ce sera un poste 2 à terme en NBA. Ouais. Mais il a vraiment choisi les Kings, ce mec? Bah, c'est ce que les rumeurs disent qu'il voulait jouer chez nous. C'est l'élu, hein. C'est lui, en fait. C'est lui, on l'attendait. Ouais, apparemment, le soir de la draft, son agent faisait le forcing auprès des équipes pour refuser les pics supérieurs à ceux des Kings. Il fait glisser exprès en route, quoi. Après, du coup, vu son niveau... Vas-y, Simon. Non, je disais juste un mec qui a fait quand même Team USA depuis, je sais plus, mais il a commencé tôt, je crois, Team USA, lui. U15, apparemment, d'après ce que je dis. Ouais. Mais après, le problème de Team USA dans ces âges-là, c'est que ils mettent 45 points à tout le monde, donc c'est même plus drôle, en fait. Déjà, ils sont forts dès les plus jeunes âges, donc... Et d'ailleurs, ce que tu disais, le fait que les mecs de Team USA, ça, j'ai quand même remarqué, quand ils font Team USA, je sais pas, je veux pas surinterpréter, mais tu as l'impression que les scouts ricains c'est difficile d'aller critiquer franchement un mec qui est sélectionné aussi en même temps pour faire Team USA. Je pense qu'il y a une espèce de label comme ça sur les jeunes qui jouent la sélection américaine par rapport aux autres, parce que c'est quand même des processus de sélection et tout. Tu peux faire des reproches, mais tu peux peut-être pas autant l'enfoncer qu'un joueur qui n'est pas sélectionné par le comité, quoi. Je sais pas. Faudrait vraiment regarder, en fait. Je sais qu'un mec comme Bagley, il était mal vu parce que il avait refusé. Team USA, son papa avait dit tu ne feras pas Team USA pour différentes raisons. Mais ouais, peut-être. Après, on va pas se mentir. Est-ce que vous voyez un All-Star en Haliburton? Moi, justement, pour ce terme de récompense, entre guillemets, j'allais justement vous poser la question. Est-ce que, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir encore les matchs des autres rookies. Est-ce qu'il entre potentiellement dans une vraie course au Rookie of the Year? Ou est-ce que c'est un peu comme disait Simon, il est bon, mais parce qu'il est chez les Kings et d'autres font mieux? Pas encore. Il démarre du banc. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un rookie qui démarre. Ouais, mais même en départ du banc, Laurent, pour moi, c'est un des meilleurs rookies avec Anthony Edwards, en fait. Quand tu regardes le top 5, Patrick Williams galère dans le bordel de Chicago. La Melo Ball, c'est sûr, tu verras plus la Melo Ball sur Bleacher Report parce qu'il fait des passes dans le dos et tout ça, mais dans l'efficacité, dans les stats, tu auras un Tyrese Haliburton qui sera clairement dans le top 3 pour un Rookie of the Year. Après, on s'emballe peut-être, mais ce qu'il a montré sur ses premiers matchs, il y a un potentiel. Non, mais c'est des conclusions hyperatives, mais je pense, là, effectivement, tu as l'impression qu'il est candidat au first rookie, aux 5 des premiers rookies. Oui. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Et ça a l'air de pas être trop hâtif comme truc. Il y a des chances qu'il soit dans le premier 5 des rookies, ouais. Wiseman, il a l'air pas dégueulasse. Wiseman, il va être rookie de l'année. Chris s'est fait la jambe. C'est ça. Wiseman, c'est une dinguerie athlétiquement. Les Warriors, ils vont le faire jouer. Moi, je pense aussi, pour le rookie de l'année, j'ai l'impression que Wiseman, il a une longueur d'avance vu sa situation, en fait. Et puis les Warriors, c'est quand même une équipe que tout le monde regarde, malgré tout. Là, ils sont très mauvais, mais il y a moyen qu'ils se remettent quand même un tout petit peu à tourner un peu mieux. Il suffit qu'il soit dans la course pour le play-in et que lui, il fasse une saison, ce qu'il est franchement capable de faire. Là, Wiseman, s'il joue à genre 15-8, il sera rookie de l'année. Hein. Puis après, moi, je vais être honnête, qu'il soit rookie de l'année ou pas, je m'en fous, je veux qu'il soit bon. Ouais, bien sûr. Qu'il soit rookie de l'année ou pas. C'est pour ça que rookie de l'année, rien qu'à cause de Wiseman, déjà, je me dis, tu vois, ça me paraît très compliqué, quoi. Mais... Non, mais en tout cas, il est dans la discussion, quoi. C'était ça ma question. Ouais. Moi, franchement, premier 5, là, pour l'instant, en tout cas, il y est, tu vois. Ah est-ce qu'il est pas les rookies, là, actuellement, si on fait juste le top 10, est-ce qu'il n'est pas meilleur que 8 des 10 rookies sélectionnés, en fait? Parce que Wiseman fait un bon début de saison, Edwards fait un bon début de saison, mais après, Avdija joue pas beaucoup, de ce que je vois. Okoro, c'est pas dégueulasse. Okoro, c'est pas mal, de ce qu'il montre. Okoro, c'est pas mal, mais il a été blessé, ou alors il est en Covid list, ou quelque chose comme ça, donc il n'a pas beaucoup joué, mais ouais, Okoro, ça va devenir un problème dans les années à venir. Ouais, t'as le Cole Anthony à Orlando, il joue, c'est ses débuts et tout, mais
Ouais, il est pas mauvais, il a l'air d'être dans la rotation. Il y a le mec qui est aussi aux Spurs qui est bon. Ah bah, Devin Vassell. Ouais, Devin Vassell, lui, C'est le celui peu que que tu j'ai voulais, vu. ça dit quoi? Bah, si on avait eu le choix, s'il avait été là, c'est lui que j'aurais pris. Maintenant, c'est un autre profil totalement différent d'Haliburton. Il nous aurait apporté autre chose, mais pas de playmaking. Ça aurait été un pur 3&D, lui. Bah, il Un aurait pur pris la place de. En fait, il aurait pris la place de Glenn Robinson, quoi. Ouais, Tout ouais. de suite en début de saison, c'était ça sa place si on l'avait pris, quoi. Là, il y a Noah sur le chat qui dit que, un peu ce qu'on disait, hein, que Haliburton, il voit comme un Brogdon. C'est un peu ce qu'on disait, en fait. Ouais. Dans la Ouais. Brogdon, c'est un vrai meneur pur. Ouais. Mais il a tout ce que tu attends d'un meneur pur, dont la stabilité, le fait de peu perdre de balles. Haliburton, c'est pour moi plus un. Bon, alors après, je vais loin, mais si tu vois vraiment son plafond, et je vais prendre un joueur à l'ancienne, ça peut être Steve Smith, quoi. Un espèce Ouais. tu vois, Sans le shoot. mais sans le shoot. Après, je me rappelle plus assez bien de Steve Smith pour savoir s'il avait un shoot dès le début, mais je pense. Ouais, Dans il les avait- joueurs actuels, Non, franchement, il fait penser à Livingstone. Physiquement, oui. Athlétiquement, beaucoup moins. Parce que Livingstone, quand il sort Ouais. de lycée, il claque des tomards sur à peu près tout ce qui bouge, hein. À Livingstone, se pose genou, quoi. Ouais, Mais ouais, en c'est même ça. temps, si vous vous souvenez, à l'époque où il est drafté par les Clippers, c'était un concours de dunk, leur bordel, là, avec Darius Miles et Lamar Odom. Donc, ouais, mais bon. À qui il fait penser à Liberton? C'est pas. Bah, le truc, c'est que c'est justement parce qu'il te fait penser à personne que c'est un prospect qui est intéressant. C'est parce que des mecs comme lui, Alonso Ball, tu peux me dire Alonso Ball. Ah, il est moins meneur pur aussi, je trouve. Enfin, je sais pas. Bah, il a les mêmes instincts à la passe, il a les mêmes Ouais. difficultés au shoot en sortie de dribble. Lonzo Ball, faut pas oublier un truc, c'est que s'il fait pas sa saison à 40% à 3 points, il est pas drafté où il est drafté, hein. Il est drafté beaucoup plus bas, hein. Mais on sait que tu l'aimes, Lonzo Ball, Nico. Ah oui, non, mais je l'aime beaucoup. Mais regarde, c'est deux meneurs qui sont grands, parce que Lonzo Ball, il fait plus d'1m90 aussi. Ils ont les mêmes problèmes au shoot. Leur mécanique, elle est tout aussi dégueulasse, parce que le shoot d'Ali Burton, il y a des moments où tu regardes, tu dis, bon, c'est moche quand même, hein. Enfin, si tu regardes la mécanique de Lonzo Ball en début de carrière, c'est quand même bien plus dégueulasse que celle de Haliburton maintenant. Quand même, même C'est si, kiff-kiff, hein, mécaniquement, il est pas du tout académique, hein, avec son coude sur le côté, là, c'est très bizarre. Mais Ouais. j'ai quand même remarqué quelque chose de surprenant, c'est qu'il arrivait quand même à dégainer assez vite, quoi. Il a eu Il a eu plusieurs Kevin fois Martin, le mec, hein. il a Ça eu va. plusieurs fois Je le ballon dans le m'attendais à corner pire. et il a quand même réussi à envoyer des shoots, voilà, de manière assez fiable, quoi. Par rapport à Donc, ce qu'annonçait Nico, oui, c'est sûr. Moi, je m'attendais à pire avec ce que Je nous avait dit même moi, Nico. en voyant Je le m'attendais à NCA, en fait, c'est qu'en NCA, je me suis dit, bah ouais, mais là, ce shoot-là, avec un défenseur NBA, il va se faire contrer. Et bah, pour l'instant, non, je lui pour souhaite. l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Maintenant, il va continuer à progresser. Et l'objectif des Kings, de toute façon, on a eu la question sur le chat, c'est pas les playoffs. On est tous On va en d'accord parler là-dessus. justement. Ouais. Bah, C'est justement, tu absolument fais pas l'objectif. très bonne transition avec la suite. On va essayer de se faire une petite preview de la saison du coup. Rapidement, faire le tour de ce qu'on peut attendre de cette saison et ce qu'on peut, voilà, quels sont les objectifs en fait. Allez, Flo, commence. Faut lui donner la parole, sinon il oublie de parler. C'est comme moi, comme j'ai dit sur Twitter, pendant toute l'intersaison, j'ai dit ouais, bah, il faut tanker. Là, c'est un nouveau projet avec des jeunes et j'étais le premier à sauter au plafond lorsqu'ils ont gagné leur premier match là au buzzer. Donc, je suis vraiment mal placé pour, pour faire ce genre de pronostic. Non, non, je pense pas qu'ils iront en playoff. Après, plus que playoff ou pas playoff, moi, c'est plus est-ce qu'ils vont être compétitifs à chaque match qui m'intéresse en fait. Et voilà. Ça parce que Moi, vu la densité de la conférence Ouest, ils peuvent bien jouer et puis terminer 10e. Et pour moi, ce serait une saison réussie. Bah, t'as le play-in, c'était 10e. Ah, il y a le play-in. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Ah oui, il y a moins de matchs et il y a le Ouais, play-in. ouais. Donc, ça change quand même pas mal de choses pour les pronos. Allez, prono, ils font le play-in. Allez. Ouh, la hot take, ouh là là, on va garder ça précieusement en vidéo. Non, mais Il faut prendre du risque, hein. La question, du coup, elle est est-ce que du coup, ça ne te détonne pas avec le projet que veut instaurer McNair, qui est par exemple, on a vu qu'il y a plusieurs signatures au minimum pour 1 an, qui sont des contrats courts, et tu veux te donner de la flexibilité pour la prochaine free agency.
et en même temps viser la draft 2021. Donc, est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu dans la même configuration que les années précédentes, à savoir qu'on n'est pas assez bon pour aller en playoff, mais qu'on n'est pas assez nul pour viser le top 3 des picks? Bah, de toute façon, tu tankes jamais dès le premier match de la saison, sauf quand tu t'appelles Philadelphie. Ça s'est jamais vu. L'objectif, pour moi, c'est ce que dit Flo, je suis complètement d'accord avec lui, c'est soyons compétitifs, bougeons-nous, montrons un peu de vie. Et puis moi, arrivé au mois de mars, je mets tout le monde sur le marché, à part 3-4 joueurs, et les gars, tout le monde part. Allez, et à partir de mars, là, je tank. Là, je dis Woodard, Giannis Ramsey, Kyle Guys, vous avez 30 minutes, les frères. C'est open bar. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est de faire monter les codes d'à peu près tout le monde. Et tu vois ce que tu peux en retirer. Tu brades rien. C'est-à-dire que si tu as une personne qui arrive et qui dit ta Whiteside, il est quand même en 8-8, en 12 minutes aux Kings. Imagine dans notre raquette quand on va le faire jouer 30 minutes. Allez, je vais vous filer un pic et un petit jeune. Allez, tiens, cadeau. Tu veux le contrat de Buddy Hield? Donne-moi un pic aussi. Allez, donne. Voilà. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Tu gardes sûr à 100% Bagley, Fox, Haliburton. Le Buddy Hield actuel, je le garde sans aucun souci. Tout le reste, je négocie. Mais Bjelica, ça dégage. Jabari Parker, ça dégage. Corey Joseph, au revoir. Tout ce qu'on peut virer, on vire. Et ça dégage. La draft de cette année, faut pas faire le con et être en playoff cette année quand t'es nul. Je suis entre vous deux. Je suis entre vous deux, moi. Surtout que cette année, c'est une saison qui va être problématique avec le Covid, où il y a énormément d'équipes qui vont mettre des stars au repos, surtout contre des équipes un peu pourries comme nous. Hein, je pense ce bien. soir, d'ailleurs. En back-to-back, moi, ça m'étonnerait pas que Kawhi joue pas contre nous, par exemple. Là, Denver qui joue en back-to-back ce soir contre nous. Oui, mais Denver, ils vont jouer à fond. Je vois pas Mike Malone faire du load management. Par contre, des équipes comme les Clippers, les Lakers, peut-être même le Jazz de temps en temps, Portland, Houston, qui ont des joueurs, qui ont des stars, qui ont des mecs un peu anciens qui peuvent protéger, c'est des équipes où on ne prendra pas de tôle, et sur un football, on va les battre et on va gratter 4, 5, 6 victoires qui vont nous faire sortir de la loterie, et c'est l'année où il ne faut pas sortir de la loterie, en fait. Et c'est ça qui me fait peur, en fait, me concernant. En fait, vas-y, Laurent. Non, je disais qu'on va se retrouver dans la même configuration que cette année. C'est qu'il y a des équipes qui sont bien plus pourries que nous, qui vont finir derrière nous. Je pense aux Pistons, voilà, je pense à New York. Il y a des équipes qui seront derrière nous. Dans la conférence Est, s'ils arrivent à être plus nuls que nous, déjà, c'est déjà fort. J'ai peur qu'on se retrouve pas avec un top 5, pas avec un top 8, et qu'on va se faire encore un 10-12 comme cette année, en espérant que, comme dit Flo, on ne soit pas trop dégueulasse dans le jeu, qu'on puisse attirer un rookie pas mal, comme on a pu récupérer Liberton cette année. Mais je ne pense pas qu'on ait le top 3 cette année et le top 5. Donc, soyons... Non, mais du moment qu'on a un top 10, entre guillemets, moi ça va, parce que la draft de l'année prochaine, c'est quelque chose de très, 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 très sexy. Et tu vois, je parlais des équipes qui vont mettre en load management. On a nos copains de Memphis. Malheureusement, tu as Ja Morant qui s'est blessé. J'espère que c'est pas grave pour lui. Maintenant, si on nous dit Ja Morant, il est pété 1 mois et demi, 2 mois, sachant que tu n'as déjà pas Justin Winslow, que Jaren Jackson, il n'est pas là non plus pour l'instant, est-ce qu'eux, ils vont pas se dire, bon les gars, on va tanker comme des gros sacs et on va récupérer un gros joueur derrière? C'est possible qu'il y ait beaucoup d'équipes qui fassent ça, vu la draft. C'est bien ce que je te dis. Du coup, on n'aurait pas un top 5, ni un top 8, ni peut-être même un top 10. On se retrouvait dans la même configuration. Top 10, si. Non, top 10, si. Enfin, je mets pas 15 équipes derrière nous, c'est pas possible. Ou alors Fox, ça devient Westbrook et Bagley se transforme en Chris Bosh, comme le mentionne Bastien, mais c'est compliqué. Mais je pense que c'est pas le plan. Enfin, pour moi, il y a un plan. Et d'ailleurs, c'est peut-être la première fois qu'il y a un vrai plan établi. Alors, le seul truc qui me fait peur, c'est que si l'équipe performe un tout petit peu trop en début de saison et commence à être performante et bien classée, c'est qu'on perde du temps avant d'enclencher la phase tanking et tout. Mais je pense pas que l'idée soit de tanker. Je pense que l'idée, c'est effectivement d'être bon sans d'être performant pour trader à mort et récupérer des pics dans les 2 prochaines drafts. Et pas forcément bien placé, mais juste des pics. Un certain nombre, éventuellement loterie, bordure de loterie. Et se donner 2 ans comme ça avec sur le contrat de Fox, les 2 premières années, avec, à mon avis, uniquement Bagley et Haliburton. Je pense même que Hield, à terme, ça va partir parce que
son contrat, il est pas, vu les montants, malgré le Covid et tout, comme ça monte, son contrat, il n'est pas si pourri qu'on veut bien le dire. Et il peut faire trop de bien à une équipe qui joue les playoffs, quoi. Et qu'au bout d'un moment, si nous, on ne les joue pas, même lui, ça va être compliqué. Je pense vraiment que le plan, c'est ça, quoi. C'est d'être performant on s'en fout limite de gagner ou non des matchs, c'est juste que les joueurs brillent et de les échanger parce que le mec, il est venu clairement se faire une équipe. Hein. Il a pas choisi les Kings pour rien, à mon avis, ce monté machin là. C'est clairement qu'il est venu pour le plaisir qu'on aurait tous d'appuyer sur tous les boutons et de refaire une équipe de A à Z. Hein. Il n'est pas venu pour voir jouer Harrison Barnes, quoi. Je pense. Et du coup, comme je disais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est à Nico que je vous disais, quel projet tu proposes à Fox? Ça va faire 3 ans qu'il est c'est là. ça. Je pense que c'est ça sur sa signature. Je Ouais, pense mais que ça, c'est. ouais, donc tu lui proposes un projet à sa 4e année. Je trouve que ça fait beaucoup. Après, il a l'air d'être très attaché aux Kings, tout ça. Là-dessus, je ne remets pas en cause. Mais si tu démarres ta carrière, je mets bien des guillemets, à ta 4e saison, ça fait tard. Ça peut être dès l'année prochaine si cette année, le plan, il se passe bien. Tu vois, si jamais, même si on draft que, je sais pas, en 9 et puis en 17 et qu'on a 2 super rookies et que Bagley, il se blesse plus et tout, l'année prochaine, on peut jouer les playoffs. Mais... Oui, parce que les rookies l'année prochaine, c'est pas les rookies de cette année. En tout cas, moi, je pense que c'est ce qu'ils ont vendu à Fox. Honnêtement, je pense qu'ils ont dit à Fox, écoute, il y a un nouveau mec qui vient d'arriver, il est pas bête, Fox. Il sait que, je pense que le business NBA, c'est clair pour tout le monde. Il y a un nouveau GM qui arrive. Tes coéquipiers, tu sais que tu vas les perdre. Tu vas en perdre au moins la moitié dans une saison, quoi. Et de toute façon, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Si Fox, il est intelligent, Monté McNair, il l'attrape avant de prolonger, puis il lui dit regarde l'effectif. Regarde le top 8 à l'ouest. Est-ce que tu penses qu'on va quelque part comme ça? Dans les discours, il pense. Hein. Je te dis pas, oui, mais dans c'est la langue de bois. Officiel, il peut pas te dire on viendra nulle part comme ça, on va jouer pour jouer et on verra. Il peut dire que bon, l'équipe, il y a un noyau de jeunes et qui peut faire jouer et faire progresser ce trio. Il n'est pas obligé de dire on joue les playoffs. Mais il n'a pas dit on joue les playoffs. Il a dit si tout le monde est en bonne santé, on joue les playoffs. Après, le contexte aussi bénéficie à Fox parce que déjà, tu le blindes niveau thune et tu le rassures parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes entre les mecs qui auront le Covid, les blessés et tout. Donc, tu as aussi cette espèce de truc de dire si jamais on performe, il peut lui avoir dit aussi si vraiment on performe et qu'en mars, on est 7e, évidemment que je pète pas l'équipe. Il y a peut-être un espèce de deal de si on est vraiment playoffable, parce que même Silver l'a redit, cette saison, elle est vraiment coupée en deux pour tout le monde. Ils vont faire une pause fin mars, c'est ça? Ouais. Début mars, pas début mars plutôt? Je sais plus, en mars. La trade deadline, je crois que c'est le 22 mars. C'est quelque chose comme le 20. Ouais, c'est au moment de mon anniversaire, donc c'est à peu près par là. Et je pense que tout le monde envisage, quel que soit le planning des équipes, là, je pense que tout le monde envisage l'équipe en 2 temps. Que ce soit nous, comme les Lakers, comme Milwaukee, comme Phoenix, tout le monde en fait. Parce qu'il y a cette pause. Et du coup, pour des équipes comme nous, je pense que le deal, c'est en fait, on y va. Effectivement, on essaie d'être compétitif à tous les matchs. Si par bonheur, on est playoffable en mars, on ne pète pas l'équipe. Mais franchement, par contre, dès le premier jour, ça, je rejoins ce que disait Nico, si on est déjà 10e, mais qu'en fait, il y a 5 équipes qui sont 10e et qu'il y a Minnesota, nous, Phoenix, tout ça et tout, c'est en bagage pour le play-in et que tu n'es même pas sûr d'aller dans le play-in, on va pas. Je pense qu'il faut à ce moment-là enclencher. C'est pas le tank, mais il faut commencer à dire effectivement, Barnes est transférable, Hield est transférable, Bjelica est transférable, peut-être même Halls, sans doute Whiteside, Corey Joseph, ça fait déjà 8 joueurs, quoi. Et je suis d'accord avec toi, parce que l'erreur qu'on a fait en 2018-2019, c'est d'avoir pété l'équipe quand on a transféré Schumpert. Et c'est là où ça s'est cassé la gueule. Ouais, alors qu'on était playoffable. On était bien. Et on n'était pas une équipe aussi jeune que maintenant. Parce que là, en plus, donc c'était d'autant plus bête, entre guillemets, parce que tu savais que tu allais perdre du temps derrière. En plus, après, on a pété l'effectif parce que Jorger a réclamé à corps et à cri un poste 3, que Divac lui ramène Harrison Barnes contre Zibo qui jouait plus et le regretté Justin Jackson, et que M. Jorger, pas content de la draft de Bagley, se débrouille pour foutre Bogdanovic en 3 et Barnes en 4. Donc, je veux bien que le trade de Schumpert, ça ait cassé un peu la mentalité de l'équipe, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu des choix de coaching à ce moment-là et des rotations qui étaient quand même discutables. Ouais, j'ai l'impression que Jorger, enfin, c'est pas le sujet, mais du coup, il avait vraiment un peu saboté la deuxième partie de saison. Quoi. Il voulait pas de Bagley. Et comme c'est un mec qui est très têtu, Jorger, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il fait 4 ans à Memphis, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Mais sur toutes les intersaisons, il va voir son general manager, il dit « je veux me barrer ». Tous les ans, il fait ça. Pour revenir, parce qu'effectivement, Jorger, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas le sujet.
Mais là, pour revenir à cette année, moi, malheureusement, je me dis qu'il y a un chemin où, en fait, en mars, on est playoffable, quoi. Malheureusement. Ouais, parce qu'on ne devrait pas se dire ça, mais et je suis sûr. Flo, je t'ai entendu parler de Grit on Grind, et je sais que quand tu dis ça, c'est que tu penses qu'on va être performant. Encore une fois, Pardon, vas-y, moi, ça fait 15 ans que j'espère les playoffs tous les ans, donc je suis vraiment mal placé, quoi. Mais ouais, moi, je suis un éternel optimiste, donc à chaque fois, j'espère. Après, est-ce que ce ne serait pas complètement Kings d'être bon l'année où il faut pas l'être, quoi? C'était ce que je me disais. Est-ce qu'on va pas faire les cons, on va avoir de la chance, et ça peut être le pire scénario. Et en fait, on est bon quasiment jusqu'en avril, et on va au play-in pour se faire déchirer, quoi. Un peu comme on va dans la bulle pour se faire déchirer, quoi. Ouais. Ça, ce serait le plus Kings, honnêtement. Le plus Kings, c'est qu'on chope le play-in, genre 9e, et qu'on se fasse déchirer, quoi. De toute façon, tu te fais déchirer à l'ouest. À l'est, tu fais le play-in, je pense qu'on va même en play-off à l'est. Sans être prétentieux. À l'est, on a l'avantage du terrain. En plus, mais à l'ouest, quand j'ai fait mon classement là pour m'amuser en début de saison, partir de 5 à 10, le mal de crâne. Et je mets pas les Kings. Hein. De loin, je mets pas les Kings. Déjà, quand je mets Minnesota en 12 ou en 11, et je me dis, il n'y a pas un univers où on est devant Minnesota. Ah si, on peut finir devant Minnesota, honnêtement. Ça dépend du pauvre Carl Anthony. En plus, Town, ça va être une galère sa saison, c'est sûr. C'est trop dur là pour lui. Ça allait mieux. Hein. Mais c'est trop dur pour lui avec tout ce qui s'est passé, ça va être dur. Ça va être dur. Moi, en fait, j'ai peur de cette saison trop frustrante. C'est comme vous le disiez, là, on va finir 10-12, même avec notre trio, là, Fox, Haliburton et Bagley, on est meilleur que les Knicks, que les Pistons. C'est ça qui est frustrant, en fait. Et c'est que avec notre charnière centrale, enfin, pas notre charnière, mais notre axe central, on est meilleur qu'un top 3 de draft. Et ce qui peut être frustrant, c'est d'espérer, même en tant que fan, on va espérer les playoffs encore et on va se rendre compte qu'en fait, on est trop juste, ou comme vous le disiez, qu'on va faire les play-in, mais qu'on va se faire sortir, quoi. Et pareil, je vois pas un univers où on arrive à... Enfin, je vois pas une équipe là, après il y a les blessures, il y a le Covid, mais je vois pas une équipe, enfin, je me vois pas dans les 8 équipes de l'Ouest. Après, est-ce que Monte McNair, il est pas assez intelligent pour prendre Walton et lui dire, ça joue bien, on est 9e, maintenant on va être réaliste, c'est plus... On va voir plus loin que le bout de notre nez, pas comme faisait Divac où il voulait vraiment l'obsession des playoffs et il partait avec un bon sentiment. Hein. C'était pour la ville qui lui a donné beaucoup, pour les fans qui l'aiment par-dessus tout, Divac. Il voulait nous donner des playoffs, mais il faisait des petits moves de raccro pour essayer de les avoir. Est-ce que Monte McNair va pas avoir l'intelligence de dire stop? Nico, moi je te coupe, moi je veux voir les playoffs. Hein. Si on est 9e et que l'autre il fait on est que 9e, je pète l'équipe. Oui. Je vais être le premier énervé. Hein. Ah, moi aussi. Tu peux pas être 9e et dire stop. Mais je sais que c'est bête, mais je vais être le premier énervé. Ça, c'est le côté fan. Mais après, quand tu réfléchis sur le long terme, est-ce que c'est pas la meilleure décision? Bien sûr que si. Mais je te dis, au niveau de l'émotion, je vais me dire. Ah oui, vas-y, au niveau de l'émotion. Si on est 8e et qu'on envoie à New York contre un contrat de merde et un pic, je vais pas être content. Hein. Ça peut éviter de taper le record de. En plus, on est des débiles. Je suis sûr qu'au fond de nous, on se dit tous, si on fait les play-in, on se dit, le premier match, après on va se faire défoncer, mais on se dit, s'il y a bien une équipe qui peut écrire l'histoire et partir des play-in et finir en demi-finale, c'est nous. On va se dire ça. Vous savez qu'on va se dire ça. Si on est genre en play-in 10e, on va être là genre, le deuxième tour, les gars, il est pour nous. Mais je me demande, qu'est-ce qui est le plus Kings? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est de jouer les play-in quand même et de finir à une défaite du play-in? Parce que ça aussi, ça, je peux mettre un billet sur notre saison que ça peut se finir comme ça. Ouais, pas bête. Après, si on peut éviter le fameux record des 15 ans, là, je m'en fous. Je vais être franc, je m'en fous. C'est bon, ça fait 14 ans qu'on est mal géré. On va avoir encore 14 articles de Bastien, là. C'est bon, ça va. Vas-y, on dirait. On a pris. Crasto et Giovanni vont se faire plaisir. C'est bon, là, regarde, comme je disais ce matin, on est en positif, on n'a pas eu un article sur nous, c'est pas normal. Et on va être pourri, et là, on va être pourri, on va se faire défoncer. On va avoir 3 articles par jour. Vous savez comment ça se passe. Restons dans l'ombre. Mais moi, je veux dire à Trash que Laurent n'a toujours pas digéré le Vlade Divac roleplayer. Il ne digérera jamais. Ça, il le sait, dans le fameux top 10 des Européens d'il y a 3 ans, là, j'ai toujours pas digéré.
Il Ça, a toujours ça pas passe pas. digéré ça. Ah, ils ont dit ça? Oh, Ah, c'est pour ça. ils Ouais, avaient dit, tu oh, vois, pour sur un player, pour mais bon, européen, quand ouais. même. Et là, il Mais est pas après, moi, Laurent, je me rappelle que tu m'as dit, quand Trash Talk parle, enfin, quand je suis arrivé, tu m'as dit, quand Trash Talk parle pas de nous, c'est bon signe. Ça veut dire, faut C'est pas vrai. qu'on parle de nous. C'est vrai. Mais tu vois, tu as vrai. toujours ce côté frustrant. Tu vois, tu te dis, bon, on a gagné, c'est pas mal. Tu as le temps au moins 3 lignes. Eh ben non, même pas. Et on va se prendre une piquette. Et là, tu vas voir les articles fleurir de partout. C'est l'image qu'ont les Kings, malheureusement. Bah, à Ah, nous mais de changer ça en étant intelligent. En se disant, bah voilà, en playoff, est-ce que c'est bien d'accrocher une fois la 8e place pour dire, on n'a pas le record. Yes, c'est bon, on peut repartir à 10 ans pour être des pourris parce qu'on a raté le coche, on a raté ce moment où il fallait rajouter ce joueur de talent via la draft, parce qu'on est les Kings, on signe jamais personne à la free agency, parce qu'on a accroché ce 8e place. Ça me fait penser à ça, l'équipe t'as de raison. Hornacek. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'équipe de Hornacek de Phoenix, où ils font 41-41, ils sont 9e au coude à coude avec Portland, et où après, ils ont 10 ans de galère parce qu'ils ont loupé ce moment où il aurait fallu ne pas se battre pour les playoffs, mais avoir un peu plus de talent pour faire monter tout ça. Est-ce que tu penses que c'est cette année le tournant? Moi, je pense qu'il était avant. Bah, le tournant, c'est 2018 quand on ne draft pas Doncic. Mais c'est fait, trop tard, maintenant, il faut avancer. Le vrai Ah, tournant, c'est là. Si notre tu prends tournant, Doncic, tu à vas en nous. playoff. Hein. Ouais, le tournant, non, ouais, c'est nous. C'est nous. Ouais, il y en a plein. On a fait des zigzags depuis 7 ans. On tourne, bah, c'est plus des tournants ronds, je pense, hein, que des zigzags. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Hein. Mais c'est quand Non, même mais incroyable. pour moi, le vrai gros tournant, mais on remonte encore en arrière, c'est. Enfin, je sais pas jusqu'où on peut remonter, mais c'est de se dire que Cousins est ton franchise player, alors qu'en fait, c'était quand même une bombe à retardement, cette histoire. Mm. Et c'est là où on perd. Parce que pour moi, là où on perd gros, c'est-à-dire qu'on perd à la fois de la crédibilité, du temps, et puis on perd quand même, je pense. Enfin, pour moi, il fallait s'accrocher jusqu'au bout, en fait, si c'était pour partir avec lui. Et je pense que c'est là. Et après, le deuxième tournant, gros, effectivement, c'est Doncic. Ça, c'est sûr. Bah, Là, Cousins, au C'est final, même on pas sait un pas trop. tournant, c'est pas un tournant, c'est de la luge, ça. Je sais pas. C'est là c'est aujourd'hui, c'est les motos dans Mario Kart, c'est pas permis, quoi. ouais, C'est c'est ça. pas, Ouais, c'est puis en pas- plus, on est tellement bête qu'on prend on prend nos pop bananes, donc nos propres pop bananes. Donc, On est la seule équipe à se mettre des cascades à place bleue alors qu'on n'est jamais premier, quoi. Ouais, c'est ouais. ça. Mais là, ce qui me frustre, les gars, c'est qu'on parle de, comment dire, on parle de revenir, enfin de régression si on fait les playoffs. Ça me gêne. Enfin, si C'est pas une potentiellement. régression, c'est Non, sur non, le mais long terme. C'est pas ce qu'il dit, c'est que c'est le plan. Enfin, si tu as un plan, tu t'y fixes. Et si c'est pour faire des moves, casser ton plan pour te faire dégager au playoff, au premier tour ou dans le play-in, c'est bête. Et ça, c'est vrai. Si tu as un plan et que ton plan il est à long terme et que tu veux vraiment. Parce que ton plan, Nico, j'imagine, c'est d'avoir une meilleure équipe pour viser plus haut, enfin, pour Ah être sûr de faire les playoffs quelques années, un vrai cycle, quoi. Je Bah, pense en que fait, moi, je le comprends comme ça, quoi. Mais moi, à côté de ça, si on fait les playoffs avec les free agency de 2021, est-ce que justement, au-delà du rookie et de la prochaine draft, est-ce que le fait de pouvoir faire les playoffs pourrait ne pas nous apporter un non. lot de joueurs meilleurs que Ouais. ce qu'on a pu signer jusqu'à présent si on fait les playoffs Non, avec, parce que, avec la même base de jeunes que l'on a, c'est-à-dire Haliburton, Bagley, Fox. non, Le parce que projet c'est pourrait être plus Sacramento. intéressant. C'est con, mais t'es pas Los Angeles. Tu peux pas te permettre de faire 10 ans absolument affreux en offrant des contrats mirobolants à Lou Holden qui est cramé, à Mozgov qui est cuit et récupérer LeBron James. C'est pas possible en fait. Et je te dis Et pas puis, ça, c'est pas, Nico. c'est pas, c'est pas Je te Brooklyn On dis n'est non pas. pas plus. T'es pas, Ah, mais attractif. t'es pas attractif. C'est parce que t'es Sacramento. Ouais, C'est parce Laurent, que c'est pas aussi, un au premier niveau- tour de playoff qui va te faire venir. Non, mais, Regarde les gars, Portland. Ouais, mais Regarde c'est pas Portland. non plus d'avoir le choix 7 au lieu de 13, 14, 15 à la draft qui va changer. je suis d'accord, Flo, merci. Voilà. C'est vrai. Bah, le truc, C'est c'est pas en que restant dégueulasse que ça va changer. Et si vous me dites que c'est pas en se qualifiant en playoff que ça va changer non plus, bah, on a un problème. C'est que quoi bah, qu'il en en fait, soit, les playoffs, tu y vas, mais tu fais quoi? Tu te fais taper 4-0 par les Lakers ou par les Clippers, tu te fais fumer bien comme il faut. Tu te retrouves avec la moitié de ton effectif free agent qui vont pas signer parce qu'ils vont prendre des gros contrats ailleurs, et tu te retrouves bloqué avec un choix 18 où t'en fais rien en fait. Et après, tu te dis, bon, bah, on va devoir dépenser notre cap space, on va encore filer des contrats pourris à n'importe quel George Hill qui va passer, puis on est reparti pour 10 ans. Et la Fox, il va bah, vraiment se dans ton raisonnement, Nico, dans ton raisonnement, on part pour 10 ans. Parce que quoi qu'il en soit, que ce soit aujourd'hui, l'année prochaine ou dans 3 ans, si on finit 8 et qu'on joue 1, si on finit 7 ou qu'on joue 2, on se fera casser la gueule de la même manière.
Oui, mais tu auras un effectif plus jeune avec des mecs sous contrat plus longtemps. Parce que ton rookie que tu draftes, il est chez toi pour 4 ans. La draft qui est là, Ouais, c'est c'est ça. énormément Normalement, de joueurs. t'as un plafond plus haut, quoi. Tu as un C'est ça plafond plus haut. Parce Ouais. que si ton plafond, c'est de te faire comme. Regarde Portland. Portland, ils ont Lillard, ils ont McCollum. C'est quoi leur gros free agent? Melo? Ils ont signé qui, en fait? Giles. Qui c'est qui leur a permis de venir et de dire on va devenir un contender? C'est leur draft. C'est échanger Gary Trent Jr., merci Vladé. C'est drafter CJ McCollum. C'est ramener des vétérans revanchards pas trop chers. C'est pas de signer des gars. Ils n'ont pas le marché pour ça, en fait. Ouais, non, mais là, Nico, On t'as n'a raison, pas, mais nous, le marché pour ça. c'est Et- comme et- Denver, c'est comme Utah, c'est pareil, c'est des Comme équipes ça, un peu nous, similaires. on doit se construire par la draft. On n'a pas le choix. Et en plus d'être une équipe avec une réputation pourrie, on est en Californie, qui est l'État le plus taxé des États-Unis. Et ça compte pour un joueur NBA. Mais après, là où je comprends ce que veut dire Laurent, c'est que, tu vois, Utah ou Denver, par exemple, ils font les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils draftent, mais ils draftent. Donovan Mitchell, c'est un 12. Jokic, il est, je crois, dans le 20e, non? Le Ou... deuxième tour même. C'est un deuxième tour. Gobert, Ah ouais, Gobert, il est deuxième 15. tour. Murray, c'est pas du très haut de draft. Je sais Oh, plus c'est top combien. 10, ça, non? Ouais, mais c'est pas, tu vois, c'est pas top 3, quoi. Gobert, Gobert, c'est 20e. Et en fait, Ah. Utah ou Denver ont fait les deux en même temps. C'est-à-dire ils ont été en même temps dans le développement tout en essayant de rester le plus compétitif possible. Et je pense Voilà. que ce qui gêne nos camarades, c'est l'idée déjà qu'on est nul. Si volontairement on se tire des balles dans le pied pour des histoires de plan ou d'assets, est-ce qu'on est sûr de bien respecter le plan? Parce que si on est un peu bon, mais qu'on dit, bon, bah, en fait, c'est pas ça le plan et on recasse l'équipe, effectivement, je comprends la peur de Laurent de dire, putain, mais si le plan il marche pas, on est reparti pour 5 ans, quoi, de Bien sûr. galère. Et Si le après, plan est-ce que B, vous c'est voyez ça, vraiment, on est est-ce reparti que pour vous 10 voyez ans. vraiment, avec notre effectif, les Kings au mois de mars, 7e à l'ouest? Non, pas du tout. Mais Nico, je te dis pas ça, je te dis que si par miracle ou par beaucoup de paramètres, c'est le cas, putain, on va pas se dire bon les gars, c'est bon, on dégage tout le Ah monde, non, si t'es on fait de la 7e, merde, on si t'es fait 7e, jouer oui. Justin Mais- James 35 minutes et on repart pour une draft. Non, non, Enfin, ok. Mais si t'es 7e ou c'est que mon t'es avis, quasiment sûr ça me d'aller en fait playoff. chier. Et comme dit Simon, s'il y a la possibilité d'aller en playoff, allons en playoff. Et Oui, Nico, moi, je te dis, même dixième dans la course au play-in, on casse l'équipe, ça me ferait chier. Tu vois, tout le ouais, mais le paradoxe truc, est là, en c'est fait. que, est-ce que en étant 10e avec, parce que 10e, c'est quoi? C'est 30 wins cette année? 35 wins? Ouais, et puis on peut être, franchement, légitimement, on peut être dans Ouais. ces eaux-là, ouais. Est-ce que t'es un bon, est-ce que t'es une bonne équipe en fait? Bah non. Bah non, c'est comme, C'est pour ça qu'on va se faire niquer par le spec du play-in, là, j'en suis sûr. comment on appelle ça? C'est comme l'année avec Jurger. Avec Jurger, on a dit, oh mon Dieu, les Kings Ouais. sont de retour, on a fait une excellente saison. Les gars, on a 39 victoires. Non, en fin de saison, on lâche beaucoup. Il nous en faut peu, nous, hein, pour être contents. Hein. Ah ouais, mais le but du jeu, c'est d'aller en playoff une fois pour dire coucou et repartir, ou c'est d'essayer d'avoir un plafond un peu plus élevé et d'essayer d'aller voir les Lakers et de leur dire, on est de retour. Vous Mais vous je te dis, souvenez, les le matchs? problème, c'est comment ils nous en faut peu pour être contents. On a envie de faire les deux en même temps. Moi, j'ai envie qu'on fasse les deux en même temps. Merci, Simon. On est trop dysfonctionnel pour ça. Ah ouais, non, mais évidemment. Si on Et peut c'est bien avoir- pour ça qu'on va pas en playoff depuis 15 ans, parce qu'on fait les deux en même temps. Voilà. On reconstruit tout en essayant de rester compétitif. Et du Si coup, on fait... Et est-ce que c'est pas Kings aussi de. Oui. Vas-y. Ah, il a été coupé, je crois. Ah, ça, c'est très Kings, par exemple. Est-ce que c'est pas Kings Mais franchement, Je vais rebondir du coup. Si McNair est dans son objectif de dire que on prend le meilleur joueur disponible avec les choix de draft que l'on a et pas selon les besoins, si on arrive à avoir un pick 15, un pick 16, un pick 17 avec un joueur intéressant ou un style comme on a pu faire cette année avec Haliburton, mais comme dit Simon, et il a très bien résumé ce que je pense, essayons de faire les deux. Si on se contente de la 12e place et de faire encore des pics sur 5-6 ans, oh, moi, déjà que Je j'ai te parle pas- plus je te de parle pas cheveux, de il en a 5-6 plus, ans. vous allez tous perdre vos cheveux, les mecs. On peut Je pas te parle continuer pas de comme 5-6 ça ans. avec un Non, délire de être pourri et d'accumuler la draft. On peut pas. je te Ça parle fait pas trop de longtemps qu'on 5-6 essaie de ans. le faire. Je te dis que cette année, la draft, elle est load comme elle a rarement été loadée depuis quelques années. Et bah C'est donc, le niveau- en 15, c'est le niveau- donc en 15 ou en 16, on peut avoir un bon joueur. Oui, Si un bon elle joueur. est aussi Mais si lourde. t'es 8 ou 9, tu peux avoir un excellent joueur. ouais. Après, on se focalise, mais ça, c'est vrai, parce que cette draft-là, elle est vue comme un peu le Graal. Depuis 3-4 ans, là, on dit cette draft qui arrive, elle est dingue. Mais en plus, c'est quand même.
alors, même si elle est blindée, tu as quand même un peu d'incertitude quand tu te bases sur une draft, aussi blindée soit-elle, parce que tu sais pas où tu tombes, tu sais pas comment les rookies vont réagir, tu sais, les débuts de saison, c'est compliqué. Regarde, enfin, tu vois, tu as Eric Evans, jurisprudence. On en a eu plein. On a eu un rookie qui a fait 25-5 la première année. C'était LeBron James, le type, et il est même plus dans la ligue, 7 ans après, 8 ans après. J'ai un peu peur de. C'est ça qui me fait chier, c'est que Nico, dans ton plan aussi, mais c'est de la malédiction, c'est quasiment du karma ou tout ça. Mais comme on est les Kings, je sais pas, des fois, je me dis, ça va foirer, quoi. Avoir un plan Oui, rationnel. c'est ce que j'allais dire avant d'être coupé. Ouais, est-ce que c'est tellement pas Kings de drafter en 16-17 d'une des meilleures cuvées de draft qui arrivent et de drafter Celui qu'il fallait un mec prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, si on a l'occasion de faire les playoffs, ça fait 14-15 ans qu'on les attend, est-ce que, même pour la ville, tu disais, Nico, tout à l'heure, on est 9e en mars et Monte McNair, il devrait dire stop. Est-ce que lui, première année arrivé à Sacramento, est-ce que tu le penses vraiment capable de dire stop alors que les Kings sont potentiellement bien partis pour les playoffs? Capable, peut-être pas. Maintenant, est-ce qu'il devrait? Pourquoi pas? Maintenant, après, tout dépend comment tu justifies. Si tu arrives devant moi et que tu dis, c'est pas mes joueurs, c'est pas avec eux que je veux faire les playoffs, j'en veux pas. Bien sûr que là, faut le prendre sur la place publique. Maintenant, s'il me dit, les Kings, le plafond, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est avec les blessés, le Covid, on va gratter à l'arrache par la cheminée une place en playoff une fois de temps en temps. Ça m'intéresse pas. Je veux faire comme Portland, je veux faire comme Utah, je veux faire comme Denver. Je veux être une équipe où on va tous les soirs venir me voir et me dire on va à Sacramento, c'est relou. Et pour ça, il me faut plus de talent. Il faut plus de jeunes joueurs. Et pour ça, malheureusement, il faut passer par la draft parce qu'on n'est pas une équipe qui attire des free agents. Ouais, Et pour moi, tout va dépendre des contreparties à la trade deadline qui seront proposées en fait. Exactement. Bah, ça va être des pics et des expirants. Hein. Ça va être pour faire. Enfin, je pense, quoi. Ça va pas être des joueurs de valeur. Parce que si à la trade deadline, McNair, il fait tout péter en disant maintenant on tank et puis comme ça, on aura le pic 6 au lieu du pic 12. Franchement, c'est une année perdue. Par contre, si il arrive à choper des jeunes intéressants et des pics supplémentaires, bah là, tu peux y réfléchir effectivement parce que c'est potentiellement ce qui pourrait te permettre de passer un palier dans le futur. Il avait fait avec dans le dossier Bogdan en soi. Oui. Récupérer Di et un pic, je crois. Il y avait un pic, non? Il y avait un deuxième tour de draft, je crois, quelque chose comme ça. Ah, c'est ça, il y a des contrats expirants. Il y avait Ilyasova et DJ Wilson qui étaient. Ilyasova, on pouvait le cut, il était dans le même que Bjelica, et DJ Wilson, il n'était pas garanti. Mais exactement, Flo. Maintenant, si Bud Hield, il a comme une valeur, ça reste un shooter qui shoot à 40% quand il veut. Barnes, c'est un vétéran c'est un mec qui est très respecté dans la ligue et qui aura énormément de. Je pense qu'aura un intérêt. Si tu les balances pour une chèvre et un deuxième pick et un deuxième tour de draft, faut pas faire ça. Il faut quand même arriver à valoriser nos assets. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire depuis des années, en fait. C'est que dès qu'un joueur vient chez nous, tu as l'impression qu'il vaut même pas un paquet de chips. Moi, ce qui me plairait surtout, en fait, en dehors tu vois, des résultats, c'est de enfin savoir, d'avoir un noyau de jeunes joueurs en quel je peux croire 3-4 ans et de savoir qu'ils vont rester dans le club. Moi, en fait, c'est vraiment ça avant tout dont j'ai besoin. Quel que soit le plan, j'ai pas envie. Si on a supporté Bagley là et qu'on le re-signe, si Fox on lui a donné autant de thunes, à Liberton on va voir et tout, mais c'est pour finir par les transférer ou je sais pas, ça va vraiment vraiment être compliqué pour moi. Oui, dans le sens où là c'est ce dont j'ai le plus besoin. C'est voilà. Après, le meilleur scénario cette année, c'est d'être performant. Effectivement, dans la deuxième partie de saison, si on continue à être compétitif tout en le faisant, tant mieux. Mais je pense que la priorité, c'est effectivement de dégager les poids morts, les contrats un peu lourds et tout, et de se renforcer là assez vite. Mais surtout, d'identifier ton noyau dur. Tu vois, à un moment, Utah aussi, moi, je trouve que c'est le bon exemple pour nous. Moi, j'étais pas si serein sur Mitchell Gobert, c'est ton duo, tu vas être une équipe qui va aller tous les ans en playoff. Franchement, j'étais assez sceptique. Et pourtant, ils ont eu raison, tu vois, parce que je crois aussi que la continuité, ça compte. Vraiment, quoi. Et surtout, la confiance que tu donnes dans un duo. Si notre duo, c'est Fox Bagley, ok, on assume, on y va, tu vois, etc. Moi, c'est surtout ça dont j'ai besoin d'être rassuré par Monte McNair. Parce qu'on suppose tous quand même qu'à son arrivée, on a dit, ok, tout le monde est transférable, il va refaire une équipe, mais il y a ce noyau dur. On en a tous parlé comme si on était sûr à 100%. Je pense qu'on a raison, mais que ce noyau dur, donc Fox, Bagley, sans doute à Liberton, peut-être même Hield, on verra. Mais pour moi, la priorité vraiment, vraiment absolue, elle est là, quoi. En parlant de continuité,
On va peut-être switcher sur notre ami Luke Walton. Il est là l'an prochain ou pas? Il y a aussi ça aussi. Est-ce que Luke Walton, s'il fait une saison, comme vous dites, correcte, où on fait le play-in, où on est en lutte pour le play-in, est-ce que Monte McNair, qui ne l'a pas choisi, est capable de lui dire merci pour tout, Lucky Luke, la sortie c'est par là, je ramène mon coach. On m'enlèvera pas de l'idée quand même que Monte McNair est quand même un GM intelligent, c'est quand même un dirigeant qui a de nombreuses années d'expérience dans la ligue et que là, il est arrivé dans une équipe avec un vrai projet. Il l'a dit clairement quand même en arrivant, c'est qu'il allait s'axer autour de Fox, Bagley et Liberton et reconstruire quelque chose. Je pense que peu importe le résultat qu'on aura cette année, l'objectif pour les Kings, c'est de montrer qu'en fait, on a un projet. Et du coup, voilà, de montrer qu'on redevient une équipe fiable sans dire qu'on devient très attractif, montrer qu'on est sur de bons rails, quoi. Et pour moi, les bons rails, je pense qu'on s'emballe un peu en parlant de play-off alors qu'on a joué 2 matchs. Mais voilà, je pense pas qu'on va gagner tant de matchs que ça. Je pense qu'on va être compétitif. On va, voilà, Hield, Barnes, Fox, ils vont montrer des bons trucs. Et je pense qu'à la trade deadline, tout le monde va sauter et qu'on va repartir sur de bonnes bases, trouver des trades intéressants pour se débarrasser de nos gros contrats et choper des jeunes pics. On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est ça qui va se passer, quoi. Je n'arrive pas à me dire qu'on va garder la même équipe jusqu'à la fin de l'année et jouer un play-in ou aller tenter d'aller chercher les playoffs. Je sais pas. Pour moi, là, le projet, il est clair et pour moi, McNair, il va le dérouler, quoi. Je ne pense pas qu'il va s'adapter à quoi que ce soit. Tu sais, Olivier, j'espère que tu as raison parce que ce sera plus simple à vivre, en fait. Au moins, ce sera clair, on n'aura pas de faux espoirs. Et je pense que aussi que tu as raison, on s'emballe parce qu'on s'emballe sur 2 victoires de début de saison, en fait. Voilà ce qu'on est en train de faire. On aurait perdu déjà ne serait-ce qu'un match de plus. Un peu hypothétique. Ouais, on aurait perdu ne serait-ce qu'un match de plus, on serait peut-être parti un peu moins loin, à un match près, tu vois. Mais ça montre aussi qu'on a tous besoin, je pense, je suis OK pour le plan, je suis OK pour l'arrivée d'un nouveau GM, mais qu'est-ce que j'ai l'impression de vivre la même chose. Des cycles, en fait, le cycle de reconstruction, c'est le 4e qu'on entame, quoi. J'en ai marre. Mais bon. Mais là, ça ne me dérange pas dans la mesure où, enfin, on a un vrai GM, quoi. Vraiment, on t'arrive un mec qui a l'air compétent, qui a eu des années dans un staff intéressant, qui suit Houston, où vraiment c'était bien géré, où c'est solide et tout. Et vraiment, il arrive vraiment avec ce projet, il se dit, bon voilà, je prends une équipe en main et j'ai envie de la ramener en playoff. Je pense qu'il pense vraiment et je pense qu'il est vraiment intelligent. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il arrive, mais le projet, en tant que fan, nous, et même en tant que Kings, il est pas forcément hyper clair. On ne sait pas si on doit viser les playoffs dès cette année, même si Laurent, tu disais qu'il l'a dit, mais ça peut être de la langue de bois. On ne sait pas. C'est comme les dernières années. En fait, il est arrivé, mais on sait pas la marche à suivre. Vous dites, on va jusque mars, on attend, on voit. Mais du coup, ça veut dire qu'on est un peu indécis, on est entre les deux. C'est ça qui manque le plus. Je pense pas. Quand je te dis ça, il l'a dit, oui, évidemment qu'il l'a dit. C'est un discours de GM, il veut viser ce qu'il peut. On sait très bien qu'on ne fera pas les playoffs. Oui, on s'emballe parce qu'on est arrivé, on a glissé jusque-là pour en discuter. Maintenant, on sait très bien qu'on n'y sera pas. Mais comme dit Olive, moi, je trouve que ses premiers discours, ses premiers propos ont un côté rassurant sur ce qu'il veut faire, ce qui est déjà établi, ce qu'il veut mettre en place. Je pense que s'il n'y avait pas autant d'oseille à donner à Walton en le virant, il serait déjà à Pôle emploi. Voilà, je ne veux pas dire qu'il a gardé Walton par rapport à une contrainte, mais financièrement, et je pense qu'on ne pouvait pas se permettre de le dégager. Vivek, il a dû dire stop. Et il y a Vivek aussi, ouais. Vivek, il a dû dire les gars, j'ai perdu de l'argent avec le Covid. Oui, voilà, c'est ça. On a indemnisé les gars du Golden One Center qui n'ont pas travaillé. On les a quand même payés. Il a été assez exemplaire là-dessus, Vivek. Il a été assez exemplaire. Vivek, on peut lui reprocher tout au niveau basket, mais au niveau extra-sportif, il est quand même exceptionnel. Et je ne pense pas qu'il ait eu envie de payer 3 ans de Luke Walton, en fait. Mais c'est on l'a gardé parce que financièrement, on n'a pas envie de lui lâcher de l'oseille. Mais si ce n'était pas le cas, je pense que Walton, il aurait déjà dégagé. Et je ne sais pas qui McNair aurait amené dans ses bagages. Mais même la construction du staff, je ne sais pas si c'est lui qui décide ou Walton, mais je trouve que la construction du staff autour de Walton, elle est intelligente. C'est pour ça que c'est Walton qui a demandé de ramener Alvin Gentry, par exemple. Parce qu'ils ont bossé ensemble. Ils travaillaient ensemble à Golden State. Mais c'est intelligent. Moi, son discours, il me plaît. Sa vision me plaît, ce qu'il veut mettre en place me plaît. Il a été clair pour la draft, il a été clair sur ce qu'il veut, enfin sur le noyau qu'il veut, autour duquel il veut construire. Ça me plaît, c'est rassurant. Maintenant, comme dit Simon,
Je ne suis pas prêt encore pour vivre de ce qu'on vit jusqu'à présent. Vous savez très bien, je ne peux pas cracher sur Ça vaut le Divac. coup. En fait, C'est on peut impossible. pas savoir à l'avance. Si ça vaut le coup, je suis prêt à le vivre. C'est ça le truc. C'est pas Inception, c'est pas Minority Report. Mais si ça vaut le coup, ok, entamons un nouveau plan de reconstruction. Mais on peut pas savoir à l'avance. Mais je pense pourtant que le plan est clair. Le plan il est clair. Pour moi, c'est juste qu'il est un poil dissimulé. Mais tu vois, rien que le choix de la draft, ça nous donne un indice. Il a pris un mec avec du développement et tout. Je pense qu'il est de surfer sur l'incertitude du début de saison parce qu'il vient d'arriver, que les fans, donc la fanbase, se rendent compte par elle-même qu'on n'est pas assez compétitif pour espérer quoi que ce soit. Et que dès que ça c'est bien établi, la machine à transfert, elle démarre, quoi. Et c'est tout. C'est juste qu'il ne va pas le dire si clairement parce qu'il vient d'arriver, parce qu'on n'a pas joué les playoffs depuis 15 ans et parce que si il parle vraiment dès le début de c'est un cycle de 3 ans, nanana, la fanbase, tu vois, c'est compliqué. Donc, il n'est pas bête. Je pense que voilà, il surfe un peu sur ça. À mon avis, sans vouloir être tu vois, de mauvais augure, mais il se dit, de toute façon, vu l'effectif et vu la jungle de l'Ouest, ça va par soi-même, disons, mi-février, c'est déjà clair qu'on est dans la deuxième partie du tableau, quoi. Et on y sera bien installé et tout. Donc, à partir de là, je pourrais commencer à expliquer ce qu'est mon plan. Et son plan, il est celui qu'a exposé Nico, je pense, qui est que, en fait, on vise la prochaine draft, on vise une reconstruction la plus totale de l'équipe, sans toucher, j'espère, à Fox, Bagley et à Liberton, quoi. De toute façon, il peut pas. Je crois que c'est le plan, hein, franchement. De toute façon, il peut pas dire, les gars, on va pas gagner un match, on va tenter. Ouais. Il peut pas. La NBA, ils sortent amende sur amende. Hein. Vaut mieux à choper le Covid en NBA plutôt que de dire que tu tanques. Donc c'est assez bon, ça c'est dramatique là-dessus. Mais le plan à long terme, c'est de construire autour de Fox, Bagley. Moi, si en février une trade Fox, faut brûler le Golden One Center et aller à Seattle. Hein. C'est au bout d'un moment stop. On arrête les conneries. Au revoir. La vraie question, c'est en fait, si jamais on est compétitif, est-ce qu'il dérive de son plan? C'est pour ça qu'en fait, intuitivement, on a commencé par ça, parce qu'on a tous compris le plan. On a commencé un peu à l'envers. On sait que le plan, c'est ça, et on s'est dit dès le début, collectivement, en fait, est-ce que si jamais on est 9e en mars, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mais le si jamais, pour moi, il est majuscule, et on verra bien. Mais le plan, on le connaît, hein, les gars, je crois. On ne sera jamais 9e en mars. Enfin, regardez l'équipe, honnêtement. Même si les signatures sont sexy, ok, Glenn Robinson, il a du flow, c'est cool, il a des tresses, il est un peu musclé. Donc, on se dit c'est bien, tu vois. Mais en vrai, l'équipe, elle est exactement la même que l'année dernière. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose, quoi. Donc, vraiment, je pense que là, le truc, c'est, jusqu'à la trade deadline, c'est de développer la valeur des différents mecs qui sont sur le marché des transferts. Et ensuite, en février, tu pètes tout. Moi, je pense pas que ça peut se passer autrement, en fait. Je sais pas si... Comme Flo, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais j'ai envie de croire en ce plan, en fait, envie de me dire que là, ça y est, il arrive un vrai GM et qu'enfin on a un vrai projet. Moi, ça ne me dérange pas de repartir sur une reconstruction dans la mesure où tu sais où tu vas, en fait. Comme on disait tout à l'heure, là, on naviguait dans un entre-deux depuis quelques années où on reconstruisait tout en essayant d'être compétitif. Là, vraiment, je pense qu'il a envie de montrer que, ok, au début de la saison, on est un peu compétitif. Regardez, nos joueurs, ils sont pas mal, ils savent jouer au basket. Si vous voulez lâcher contre un jeune joueur et un pic, on prend. Et ensuite, à partir de février, tu casses tout et tu vises la draft. C'est juste qu'on est traumatisé, en fait, parce que des reconstructions, on en a connu je sais pas combien, et elles étaient toutes plus foireuses que les unes que les autres. Donc c'est sûr que sentimentalement, c'est dur à entendre. On va repartir de nouveau sur une reconstruction. C'est clair. Après, ce que disait aussi Simon tout à l'heure, c'est que on n'a jamais vraiment pu reconstruire parce que quand on avait Cousins. Ouais, c'est surtout ça. En fait, on n'a jamais eu une vraie. On devait rendre Cousins content parce que fallait surtout pas qu'il parte. Donc, il fallait tout faire pour rendre Cousins heureux. On lui a filé Patrick Patterson, qui était son meilleur pote. On a fait beaucoup de choses pour lui. Fox est arrivé, Divac, il a vu qu'il avait un noyau de jeu intéressant. Il a tout de suite voulu donner pour les fans, pour lui aussi, parce qu'il aime la ville, il a fait beaucoup de conneries, mais il adore la ville, il adore les fans. Il a voulu nous donner ces playoffs-là. Mais c'était pas un GM, et c'était peut-être pas un service à lui rendre que de nommer à ce poste-là. Là, si tu as un vrai GM et qu'on me dit, écoute, ok, ça fait 14 ans, ok, on va avoir le record, mais d'ici 2 ans, on aura quelque chose de clair, d'établi, et en plus, on aura gagné un petit peu en plafond de jeu. Un peu, ouais. Écoute, je suis plus à 2 ans, quoi. Bien sûr, mais ça fait tellement longtemps qu'on boit notre urine et qu'on boit de l'eau de Javel tous les soirs. Je suis d'accord, mais la vérité, c'est, je comprends tout ça et c'est la logique, c'est la raison de faire ça. Mais en fait, dans ce plan,
un peu intelligent, un peu logique, un peu lucide sur qui on est. Le fan, En fait, ouais. non, c'est juste, ça me fait un peu chier dans le sens où je comprends, mais ça veut dire qu'il faut être patient. Ça veut dire qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir, tu vois, c'est des moves à long terme et tout. Un peu comme. Et j'ai l'impression, enfin, moi, je veux bien supporter les Kings, mais j'ai pas envie de m'emmerder, en fait. Et limite, c'est horrible ce que je vais dire, mais je me demande si je préfère pas un drama où on est 11e, on fait n'importe quoi pour essayer de faire le play-in, parce qu'au moins, c'est marrant et je m'amuse à suivre les Kings. Et que tu vois, une reconstruction, j'ai l'impression que c'est bien pour les fans de Spurs. Genre, oui, c'est bien, on reconstruit pour 5 ans, on a le temps, on est intelligemment, on fait du lodge management depuis 1986, nous, on a tout. Et on n'est pas ça, nous, tu vois, moi, je veux vivre des trucs. C'est vrai que ça fait longtemps que tu parles de cette ADN des Kings, ou même quand on a pris des cousines, tu dis ouais, je suis fan des Kings, ouais, c'est dur, mais putain, je me ferais chier en tant que fan des Spurs, quoi. T'imagines, tu joues c'est rien. la dernière branche à laquelle on s'accroche. On est quelque part, moi, je trouve que c'est notre valeur. On est un peu le circus du truc, mais du coup, c'est chiant. Mais il y a aussi ce côté-là, c'est que tu t'ennuies jamais, quoi. Et une phase de reconstruction, il faut qu'elle soit bien faite. Donc, ça va pas avec le chaos et le bordel organisé j'ai l'impression qu'il est inhérent à notre équipe. Mais là où, Olive, tu as complètement raison, je pense qu'en fait, on est en train de vivre un truc auquel on n'est pas prêt, c'est que ça va être un vrai changement de culture dans la franchise, l'arrivée de ce mec. J'ai vraiment l'impression que surtout que les signaux qu'il envoie dans sa com, c'est en fait, moi, ce que je fais, c'est intelligent. Ça s'appelle les analytics. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas le terrain, mais voilà, je réfléchis à ce sport. Les moves, ça va être pareil. La gestion de l'équipe, ça va être pareil. Et en fait, vous êtes habitué à faire un peu n'importe quoi. C'est pas de la condescendance qu'il a renvoyé vers la fanbase, mais c'est en tout cas l'assurance que lui, c'est lucide, il y a un plan et tout. Et c'est cool, mais ça va nous faire drôle, je pense. Je suis d'accord avec Simon dans le sens où, en effet, avec le précédent, donc Vladé, on s'est cassé les dents, on s'est cassé la gueule, et donc on a peur. C'est comme partout, à chaque fois qu'on a connu quelque chose de pas bien, on a toujours peur de ce qui arrive ensuite. Mais je pense qu'il faut, comment dire, faut positiver, un peu comme Flo, et se dire que de toute façon, tout ce qui va arriver, c'est que du bon. Mais attendez, vous dites toutes que Flo est positif. Pour moi, Flo, il veut jouer le play-in. Hein. Il n'y a pas de positif, il n'y a rien. C'est pas vrai, ça. Moi, je suis McNair, mais à l'envers, en fait. Non, mais Flo aussi, il a connu, comme Laurent, ils ont connu, en étant un peu plus âgés, la période dorée. Et ça doit leur manquer, en fait. Ils ont tout connu. Ils ont connu Divac, ils ont connu la destruction d'Adelman, et puis ils ont construit une bordel depuis 14 ans. Et ça doit leur manquer. Moi, j'avais 8 ans quand Divac, quand Kobe cassonnait de Mike Bibby, j'ai 10 ans. Donc, j'ai pas connu. Donc, c'est pour ça que je peux me dire, voilà, je suis plus à 2 ans près. Alors que bon, les anciens qui ont connu les heures de gloire, ils doivent se dire, c'est bon, on a mangé notre pain noir, on veut rigoler. Grave, je suis les Kings depuis 95, j'ai l'impression que je suis allé 4 fois en playoff. Pardon, mais tu vois, donc moi le playing, je trouve ça mignon, hein, le playing. Comme quand on a gagné la pré-saison, j'ai mis une bannière chez moi, tu vois. Ah, la Summer League, hein, Ray McCallum MVP, hein. On se souvient. Bien. La Summer League, il y a eu une cérémonie, il faut respecter, c'est un titre. Ah ben, Ray McCallum, on s'en souvient. Non, mais en vrai, vous allez perdre les cheveux qui vous restent, hein, mais moi je pense que du coup il faut faire table rase de ce qu'on a vu les saisons précédentes. En fait, il faut complètement oublier tout ça et dire qu'on repart sur de vraies bases, parce qu'en fait tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été une reconstruction. Là, tout le monde dit ouais, les Kings ils entament leur 20e reconstruction, mais je trouve que jamais de la vie on a fait quelque chose qui ressemble à l'ombre d'une reconstruction depuis 10 ans. En fait, je pense que la reconstruction elle commence vraiment maintenant avec un vrai GM. Parce que les gars, on oublie un peu c'est quoi le dernier vrai GM qu'on a eu là? Bah, c'est Geoff Petrie. Geoff Petrie, Ouais, c'était il y a 15 ans. Et encore, Geoff Petrie, sur la fin, il fait pas ce qu'il veut. C'est les Malouf qui lui disent quoi faire pour vendre la franchise. Donc, Les Malouf, quoi. ouais. Allez, on prend un verre. Ouais, puis on vit sur les cendres de cette espèce de duo Evans-Cousins et je sais pas, t'as l'impression que c'était encore alors que c'est il y a combien, il y a 10 ans, j'allais dire 12, ouais. Non. Et que depuis ça, on n'a pas réussi à avoir un espèce de truc. Bon, aussi, et puis là, ça s'est enchaîné avec effectivement Fox Bagley, quoi, on va dire, où tu as de nouveau 2 joueurs ou potentiellement All-Star et il faut s'accrocher à ça, quoi. Ouais, moi je pense que c'est ça qu'on doit faire en fait, c'est voilà, se dire que
faut pas chercher à être vraiment compétitif dès cette saison. Il faut se dire qu'il y a un process qui se lance cette année, même si ça fait beaucoup, beaucoup d'années qu'on attend quelque chose de cette équipe. Je pense qu'il faut vraiment pas. Faut être patient. On redemande encore aux fans des Kings d'être patients, mais pour moi, on repart un peu de zéro, quoi. C'est difficile à dire avec tout le passif qu'on a, mais pour moi, on doit repartir de zéro. Et c'est à partir de maintenant qu'on doit vraiment être patient. C'est à partir de maintenant qu'on doit se dire qu'on reconstruit, quoi. On nous demande d'être patient et calme. Ça, on Tu sait sais encore moins faire. que là, la discussion qu'on a, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier de Stephen A. Smith qui arrive sur le plateau de C'est pas gentil, ça. First Take l'année dernière, au moment où tu as Jalen Rose et Jay Williams qui lui dit il faut être patient avec les Knicks. C'est un nouveau cycle. Et où il arrive, il est furieux. Il dit mais on n'a pas gagné un titre depuis 73. On est nul depuis 99. Arrête de me parler de patience. Ne me parlez plus de patience, c'est fini. Je veux gagner. Et ils lui disent oui, tu as été nul pendant 20 ans. Mais là, tu as un nouveau cycle avec des jeunes, avec ci, avec ça. Sois calme et prends ton temps. Bon, il se trouve qu'ils sont encore nuls. Mais c'est à peu près ça. T'as le côté fan qui te dit j'en ai marre d'être nul. J'en ai marre de me réveiller le matin, de lancer le replay, de savoir que je prends 30 points dans la tronche. Bah, t'as envie d'être fier, en fait. Moi, j'ai juste envie d'être Ouais, fier. t'as envie d'être fier. J'ai envie d'être fier un peu. Ça fait longtemps. C'est sûr, je suis grave jaloux des teams. Là, je me réveille, je vois des petites équipes, genre les Blazers, et des petits teams comme ça, genre qui sont Tout le monde a été fier au moins une saison depuis 10 ans. Toutes les équipes NBA, à un moment ou à un autre, j'ai l'impression. Même les mecs des Wizards, même les mecs de Denver, de ce que tu veux, là. Ouais, voilà, en fait. C'est vrai. Même les Suns, éventuellement. Ouais, non, peut-être pas. Ouais. Peut-être pas les Suns. Dans la bulle. Dans la bulle. Pardon les mecs les plus patients de ce Zoom, c'est Flo et moi. Et voilà. on a été les plus patients jusqu'à présent. On a perdu les cheveux, les gars. Vous voulez finir comme ça, les jeunes? C'est ça que vous voulez? Laisse mes cheveux tranquilles. C'est bien d'être patient, mais voilà, comme vous dites, comme vous dites tous, voilà, on aimerait. On aimerait revoir les Kings en playoff avant de mourir, quoi. Faut se dire que le nouveau cycle, ça va être le bon. Faut se dire que le nouveau cycle, ça va être le bon. On n'a pas le choix, de toute façon. On aimerait un peu de joie et pas fêter un buzzer beater du bout des doigts de Buddy Hield comme si on avait gagné. Aujourd'hui, on en est réduit à ça, quoi, à fêter une victoire contre Denver sur le premier match parce qu'on est en galère de tout. Mais en plus, tout le monde s'en fout, quoi. C'est ça le pire. C'est que nous, c'est passé en boucle parce que c'est un buzzer beater, mais personne n'en a rien à foutre. Nous, on en parle pendant 3 jours. On a ouvert notre saison. Vous vous rendez compte, on a gagné 2 matchs et c'est notre meilleure ouverture de saison depuis 2003, quoi. C'est un truc de dingue. Et on va faire 3 parce que ce soir, je pense qu'on va gagner. Et on se branle tous sur cette stat en mode c'est de la folie, ça y est, on va faire une saison de malade et tout. Genre, puis le pire, je sais pas si... La tristesse. C'est ça. Et le pire, et je sais pas si Flo et Laurent, vous êtes pareil, mais moi en plus, il y a quelque part dans ma tête, je me dis, mais quand on va être bon, mais qu'est-ce qu'on va être bon? Tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire ça. Le jour où on va remonter, on va être. Il y a aussi ce truc-là, quoi. Il y a cette espèce d'impatience d'être de nouveau bon, parce qu'au fond de moi, je me dis que tout ça, tu vois, si ça a été aussi dur, c'est que quand on va être de nouveau bon, ça va être pour vraiment quelque chose de bien. Je vois bien un vrai nouveau cycle, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais similaire peut-être à ce qu'on a connu il y a déjà 20 ans ou 15 ans là, avec Weber, etc. Donc, tu vois, il y a une impatience que ce nouveau cycle victorieux arrive enfin, quoi. Ça fait 15 ans qu'on est impatient, c'est ça le problème, quoi. Ouais, et puis tu te dis aussi que si t'es nul tout le temps, quand t'es bon, normalement, c'est pour de bon. Donc, on va voir. Mais je suis persuadé, par contre, c'est bête, hein, mais que s'il y a un cycle victorieux qui s'engage, on va kiffer de ouf, quoi. C'est l'histoire de ma vie avec les Kings et le FC Nantes, tu vois, c'est ce délire-là, quoi. Putain, Domenech. Bref, ne parlons pas de ça. Non, mais on peut pas. Voilà, oui, on peut être optimiste à se dire que le jour où ça reviendra vraiment. Mais le chemin est long, le chemin est encore long. Derrière nous, ce qui est derrière nous, c'est déjà des centaines de kilomètres, et ce qui est devant nous, c'est encore des kilomètres. Je ne fais pas ma petite phase dépressive, mais bon, là, ça commence vraiment. Le mec est philosophe, il fait du rap conscient, là, ça y est. Ouais, c'est ça. De mon côté, Orlisel et Kerry James. Grand fan malade. C'est au bout du chemin. De mon côté, Kerry James. Non, mais voilà, c'est chiant. Aujourd'hui, on s'accroche à un discours de McNair en espérant que dans 3-4 ans, on peut être bon pour accrocher une potentielle 8e place de playoff. C'est dur, les gars.
Alors, au moins, on n'est pas les Knicks. Voilà. Ouais, oui. Non, moi, j'avais une question. Je ne sais pas si on a encore le temps, Olive, pour une toute petite question. Ouais, je vais on vous va poser. essayer de conclure. Vas-y, On vas-y. comprend où on en est, mais Ouais, mais- vas-y, pose ta question. De tous les joueurs là qui vont dégager, dont on a parlé en gros, c'est lequel que vous recadrez le plus? Qui vous ferait le plus mal de voir partir de tout le monde là? Richon Holmes, mais il partira pas. Il est déjà parti, Faut pas que je le vois pas. il fait le plus regretter. Donc, Quoi? Qui? celui qui est parti, mais enfin, c'est Giles, moi, que je regrette. Donc, Ah oui, ouais, déjà. Ouais. à partir de ce moment-là, Oh, c'est vraiment une curiosité comme ça, là, pour voir à qui vous êtes attaché le plus, quoi. complètement rien à secouer. Divac est parti, Giles est parti, j'en ai plus rien à foutre. Attaché, ouais, je sais pas, je dirais. Il partira pas, mais du coup, c'est vraiment l'ex Fox à Liberton. Vraiment, les 5 matchs, vraiment, là, je suis la main dans le pantalon à chaque match en me disant, putain, ce duo, il marche vraiment trop bien. Et je me hype à fond sur ces deux gars. Je me dis, ça va trop bien marcher, quoi. Et après, c'est pas vraiment le joueur auquel je suis plus accroché, mais le plus frustrant, c'est vraiment Buddy Hield, quoi. Me dire que putain, Buddy Hield, si on l'exploitait au maximum de ses capacités, mais on aurait vraiment un scorer pur. On aurait un putain de Devin Booker, on aurait un Klay Thompson sans la défense, enfin j'en sais rien. On aurait un putain de joueur et ça m'énerve de me dire qu'on va le perdre sans en avoir exploité son potentiel. On va le créer à l'Est et il va être All-Star. Hein. Mais clairement. Ça va finir comme ça. Il va être dans une équipe qui peut jouer potentiellement les playoffs. On va encore passer pour des cons, c'est ça que vous êtes en train de dire en fait. Ouais, bon, voilà, plus ou moins, ouais. Moi, je crois que c'est Buddy Hield aussi parce que c'est quand même celui qui m'aura fait le plus marrer et vivre de trucs en fait là sur le cycle des joueurs actuels, quoi. Puis il est fun quand même. Quand il commence à mettre dedans, il est quand même fun d'avoir joué. Quoi. J'ai son maillot en plus. Donc, putain, mais qui d'autre est capable de te faire un buzzer beater comme il a sorti à Détroit ou à Denver, là, sans déconner, mais c'est n'importe quoi. J'ai hurlé les 2 fois, quoi. Genre, j'ai réveillé mon immeuble à chaque buzzer de Buddy Hield, quoi. C'est terrible, ce joueur. Et puis c'est con, mais c'est la contrepartie de Cousins en plus, donc il y a vraiment un espèce de fil à travers lui de ce qu'est l'équipe, quoi. Ça fermerait vraiment le chapitre 2010-2020. Ouais. Je pense que quand Buddy Hield va être transféré, ça va me faire quelque chose quand même, parce que il y a ce truc-là, quoi. C'est le joueur le plus vieux de l'effectif en termes d'années à Sacramento. Donc, ouais. Ah bah ouais, c'était avant la draft de Fox, ouais, évidemment. Ouais. Et du coup, ouais. Putain, et Bjelica, mine de rien, bon, après, il va partir, évidemment, je pense. Mais je sais pas, c'est un certain kiff de voir jouer Bjelica. Là, même cette saison encore, les 2 matchs que j'ai vus, il est rincé physiquement, mais qu'est-ce qu'il joue bien, quoi. Qu'est-ce qu'il joue juste. Il est très précieux. Ah ouais, c'est juste, mais c'est mou. Oh non, moi je m'emmerde. Ah bah ouais, c'est de la 3G, hein. Il n'a pas eu le vaccin. Il fait ce qu'il peut. Ah ouais, mais c'est frustrant quand tu vois quand tu passes de la first unit à la seconde unit et tu vois tu vois Bjelica et Whiteside, ça fait mal aux yeux. Et Joseph, qui est plutôt bon, mais qui pour le coup, c'est pas le mec qui va te faire accélérer le tempo. Ah, c'est ça. Bon, bah messieurs, sur ces belles paroles, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Hein. On a bien débattu. Là, vraiment, on a abordé les sujets qu'on voulait aborder. C'était vraiment cool. Il y a eu un vrai débat et tout. C'était super intéressant. Donc, bon live. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'était un vrai plaisir tout ce débat. Donc, j'espère au top, comme d'hab. Les gens dans le chat ont ressenti la même chose. Et du coup, on va se retrouver bientôt pour un petit live dès qu'on aura quelque chose à dire. Et puis voilà, quoi. Et puis on va regarder le match de cette nuit et les suivants et voir ce qu'on peut en tirer, voir si Haliburton confirme, voir si. Voilà, tout ça, quoi. Donc normalement, on se prend une boost de 20 points cette nuit. Et puis demain, moi, je tweete, bon allez, il faut tout casser. Et après, ça va ressortir des extraits de la vidéo en mode de regarder, les mecs changent d'avis toutes les 2 secondes. Non, moi, je pense qu'on prend cette nuit. Je pense qu'on prend un méchant triple-double Jokic à base de 30-15-15, un truc comme ça, genre vénère. On le perd en prolongue. On va gagner. Ça sert à rien, on va le perdre en prolongue. On n'aura pas autant de chance cette fois-ci. C'est déjà pas mal. Ouais. Et ça peut être un beau match, ceci dit, parce que si Denver joue bien, nous, on peut quand même se faire tirer par le haut, je pense, par une équipe qui se met à bien jouer aussi. S'il y a un bon rythme et tout, franchement, ça peut être un bon match de basket. Vraiment, d'un Denver Kings, là, en ce moment, ça peut être un vrai bon match de basket. Et rien que ça, cette saison, c'est aussi pour ça. Ça joue pas mal quand même. Là, on en a parlé, mais c'est quelques matchs, mais ça joue pas mal. Donc, profitons-en, quoi.
Ouais, c'est Ouais, clair. je pense que Murray va se réveiller ce soir, il va nous casser la gueule. Ouais. C'est exactement Qui ça ce que j'allais dire. Murray. Ouais. Il a Murray, été très ouais. mauvais dans le premier match. Je pense qu'il va vouloir se venger. Ouais. C'est Ouais. ça. On n'est pas prêt, ouais. Bon, et bah, du coup, merci à tous. Hein, du coup, Merci Simon d'être venu. Bah, de rien, Simon c'était un d'être régal. venu. Ouais, Franchement, merci Simon. c'était un régal, les gars. Arrêtez, c'était un régal. Ouais, On franchement, a très de cool. revenir Hein, au du prochain. coup, Il y aura Alex, certainement. ouais, là, il doit être à l'apéro Morsou en pensant à notre prochaine défaite. On lui fait la Ouais, bise c'est ça. et on passe la bise à tous ceux dans le chat. On vous remercie de nous avoir suivis Ouais. pour ceux qui l'ont fait et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Ouais, Salut. merci à Bonne tous. fête à tous. Ouais, bye tout le monde. Ciao, ciao, Salut ciao. les gars. Messieurs, à bientôt. Ciao. Ciao. Bye. Ciao.